masamba makongo ngudiani wena muluvila lwa nguma tatani muluvila lwa nimbi dekoloka unga zudiani nikilaji kese kya kingi Kiambote Keno, bonjour à tous. Kiambote Bruce. Kiambote Keno, Kiambote Keno. Oui. Alors aujourd'hui, on se réunit pour l'occasion des 140 ans de la conférence de Berlin. Conférence qui aussi se nommait la conférence du bassin du Congo. Cette conférence s'est tenue du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Et donc, on a invité Bruce à cette occasion. Oui. Donc, on a invité Bruce à cette occasion pour qu'il puisse nous parler des enjeux historiques et également de la géopolitique actuelle. Et donc, cette conférence sera majoritairement sur ces deux parties-là. Donc, avant qu'on puisse commencer, Bruce, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, bien entendu, merci Matondo pour l'invitation. Donc, Kiambote Keno, Mpangame Ngulame. Je m'appelle Bruce Mateso. Donc, Mushikuemba, Monatuma Vemba, Tekolon Sundi, Tekolon Paranzu, Tekolo Vitanimi, Ingeta. Donc, je suis historien. Actuellement, je suis en cinquième année, quatrième année de doctorat en histoire à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, spécialisé en histoire de l'Afrique, où j'étudie notamment l'art de la guerre en Afrique centrale du 19e siècle jusqu'à nos jours, études comparées des pratiques magico-religieuses et guerrières chez les Bakongo et chez les Bayas qu'on retrouve en Centrafrique ainsi qu'au Cameroun. Donc, je suis spécialisé du coup en histoire politique et militaire dans le cadre de l'Afrique subsaharienne. Alors, je remercie Kimbuka Tuka Congo de m'avoir invité pour parler de ce sujet qui est la conférence de Berlin, dont le nom aussi est conférence sur le bassin du Congo, dont nous célébrons, enfin quelques jours, on va plus faire célébrer, je vais plutôt commémorer cet anniversaire qui représente une rupture historiographique, une rupture politique, une rupture même civilisationnelle, je dirais, pour la majorité des peuples africains. C'est un événement du coup historique et majeur, puisque à partir de cette dite conférence, même en histoire, certes c'est un découpage qui est désormais suranné, mais auparavant on disait qu'il y avait les temps précoloniaux, les temps coloniaux, et puis ensuite les temps postcoloniaux. Et bien entendu, c'était la conférence de Berlin qui était considérée comme la césure principale de ce découpage-là de ce temps. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce n'est pas du coup une simple reprise du découpage historiographique opéré par les historiens, soit occidentaux, soit les historiens africains, mais qui reprennent l'historicité des occidentaux. Donc, que ce soit l'historicité française, la vision belge, la vision britannique, la vision allemande, etc., etc. Mais je vais aborder ça d'un point de vue africain, des peuples africains, et plus précisément de ce qui est les nôtres, le point de vue Congo sur la conférence de Berlin, de la conférence sur le bassin du Congo, puisque évidemment c'est cette conférence-là qui a acté le découpage en trois tronçons du peuple Congo, donc une partie qui va être administrée, donc dominée par la France, donc ça a donné la colonie du Moyen Congo, qui a donné la République du Congo et le Gabon, une partie qui sera d'abord rétrocédée à Léopold II, en tant que propriété privée, ça donne l'État indépendant du Congo qui va devenir le Congo belge, puis la République démocratique du Congo de nos jours. Et enfin, une partie qui va devenir le district du Congo portugais, qui va être ajouté à la colonie portugaise d'Angola, qui va devenir aujourd'hui l'actuel Angola. Et donc, ce sont des sujets que l'on sait majeurs pour nous, que l'on sait fondamentaux, qui dictent notre modernité actuellement. Mais on va rarement en profondeur sur ce sujet. Je dirais même que les historiens, y compris africains, regardent rarement cet événement historique du point de vue africain. Cela peut s'expliquer par le fait que nous n'étions pas présents à cette conférence-là. Cette conférence de Berlin a été faite par les puissances occidentales, et je dirais même plus que les puissances occidentales, je dirais les puissances mondiales, hein, puisque, rappelons-le,
l'Empire ottoman était présent, avait un observateur, et la Russie était également présente. Les États-Unis, bon, il faut pas que l'Occident étaient présents, donc je reviendrai aussi sur ça en détail, en prenant notamment le protocole de l'acte général de la conférence de Berlin, un protocole qui existe en allemand, mais aussi en français. Et ça nous permettra de faire le point sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé à cette dite conférence-là, et comment cela a modifié concrètement la vie politique des populations africaines, des États africains ou toute forme d'organisation politique de nos sociétés, et en particulier dans le bassin du Congo, donc en Afrique centrale et équatoriale. Voilà. Donc, je vais donc d'abord commencer par le contexte historique. Ok. Juste, je vais rappeler les points principaux. Donc là, on va aborder la partie historique de la conférence de Berlin. Donc Bruce va expliquer brièvement le contexte historique qui a conduit à cette conférence de Berlin, et il va également présenter les principaux acteurs et les décisions qui ont été prises lors de cette conférence. Voilà. Le contexte historique. Si on prend un cadre européen, dans l'historiographie européenne classique, on estime que la conférence de Berlin n'est que la conséquence de la montée des nationalismes européens après le printemps des peuples en 1848, donc l'avènement du modèle de l'État-nation en Europe. Et du coup, la rivalité entre ces différents États-nations qui va s'exporter en dehors des frontières européennes et qui va être le moteur de l'impérialisme européen en Afrique et en Asie. Ça, c'est la vision européenne, qui n'est pas forcément fausse, mais qui est partielle. On ne peut pas dire partielle. Alors, je vais remonter un peu plus loin que ça. Je vais remonter au début du 19e siècle. Non pas en 1800, mais disons si on prend l'histoire dans le cadre européen, le 19e siècle commence avec la chute, grosso modo, de Napoléon en 1815 et avec le Congrès de Vienne. C'est une vision qui peut aussi s'appliquer pour l'histoire africaine, puisque au Congrès de Vienne, qu'est-ce qui se passe? Au Congrès de Vienne, il y a une volonté de généraliser l'abolition de la traite esclavagiste transatlantique, ce qui donc concerne aussi, dans un premier temps, les différentes sociétés et États africains. Il y avait l'abolition, la première abolition était venue durant la Révolution française, et puis ensuite Napoléon était revenu dessus. Les Britanniques aussi, dès 1807-1808, aussi commençaient à vouloir rendre illégale la traite esclavagiste dans le cadre du coup transatlantique. Mais avec le Congrès de Vienne, du coup, c'est définitivement la volonté de mettre fin à la traite. Et du coup, en Europe, les différents pays vont procéder successivement à l'abolition de la traite esclavagiste, en tout cas de manière officielle. Et le pays le plus tardif, c'est bien entendu le Portugal. Et après aussi le Brésil, qui va là où on a la traite est abolie dans les années 1860, 70, voire 1880. Il y a encore des bateaux négriers qui déportent des Africains dans les Amériques et les Caraïbes. Bon. Mais ça reste quand même une césure. C'est une césure puisque à partir de là, le rapport à l'Afrique va tout doucement commencer à se modifier de la part des Européens. Cela va aussi en accord avec je dirais pas le début, mais on rentre dans le cœur dur de la révolution industrielle en Europe aussi. Ce qui veut dire concrètement qu'il n'est plus aussi rentable d'exploiter les Africains pour nourrir la révolution industrielle et la production de produits manufacturés. Okay. Donc ça, c'est un des points. Donc voilà pourquoi on peut faire commencer le regard nouveau sur l'Afrique en 1815. Donc avec le Congrès de Vienne, la fin des guerres napoléoniennes et le début de la fin des traites esclavagistes transatlantiques, donc 1815. Pour ce qui est maintenant de l'Afrique, ok. Et si on parle même de l'Afrique centrale, donc du bassin du Congo, mais également les bassins qui sont en lien peu ou prou avec le bassin du Congo. Alors, qu'est-ce que le bassin du Congo? Quand je parle bassin du Congo, je parle du coup de cet ensemble hydrographique dont le fleuve Congo est le nerf principal. Okay. Ce bassin du Congo, nous ne l'avons pas nommé comme ça. Les différents peuples africains qui
qui vivent tout le long du fleuve appelaient le fleuve de différentes manières. Pour ce qui est des Bakongo, l'appellation principale qui est en cours, c'est celle de Nzadi Mwanza, puisque Nzadi désigne tout grand fleuve, mais Nzadi, c'est le même mot, la même famille que Nyari aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du fleuve Nyari. Donc, Nzadi n'est pas le nom du fleuve. Le nom du fleuve, c'est Mwanza. Mwanza, qui a à mettre notamment en résonance avec Kwanza, en Angola aussi. Et d'après l'explication de l'historien Mbala Lumsuzi Vita, donc Kwanza, donc le fleuve qui est au niveau de Luanda, en fait, et donc il y a un petit fleuve. Donc Kwanza, qui veut dire petit monde, Kwanza le monde, et Mwanza dans le grand monde, donc le fleuve qui a une importance cosmogonique. Hein, et on peut faire le parallèle entre Nzadia Mwanza, qu'on appelle le fleuve Congo, et le grand fleuve qu'on retrouve dans le récit avec le passage de Nzondo. Nzondo qui est une bête qui représente la première régression, notamment humaine, vis-à-vis après le déluge. Voilà. Ça, c'est dans les différents récits cosmogoniques Congo. Bref, Nzadia Mwanza. Et Congo parce que c'est le fleuve qui est contrôlé, si vous voulez, par Congo Yantotila, par le Kin Totila Kakongo. Donc, une des premières choses qu'on peut se demander, quel est l'état déjà du Kin Totila Kakongo au début du 19e siècle? Okay. Alors, parce que souvent on fait un peu l'erreur, on dit que le royaume Congo, après la bataille de Mbula, il a disparu, etc. Non, c'est pas vrai, puisque déjà, il y a l'action de Kimpavita, qui a réussi, malgré tout, malgré elle, puisque même si elle a été victime ensuite de la répression des catholiques, mais elle a réussi à repeupler Banda Congo, et Pedro Moussamo Avemba, qui était son adversaire au final politique et religieux, a profité de son action pour restaurer le royaume du Congo à travers sa dynastie, la dynastie Agua Rosada, et a organisé une tournante entre les différentes dynasties. Donc, les Kimpanzu, les Kinlaza et la Agua Rosada, pour qu'il n'y ait plus de guerre civile au royaume du Congo. Cette tournante entre les trois dynasties va plutôt bien marcher, mais néanmoins, même si la paix est rétablie, la puissance politique de Banza Congo est réduite, puisque Banza Congo n'arrive plus à être le centre économique et du coup n'a plus les moyens, comme auparavant, de réunir en son sein toutes les forces politiques du monde Congo. C'est-à-dire que vous avez la province de Soyo qui est devenue quasi indépendante, Luango quasi indépendante. Vous avez aussi l'émergence de l'empire Lunda Chokwe, qui avec les différentes provinces périphériques qu'on appelle dans notre photographie les Imbangala, etc., les Yaka, vont devenir les partenaires économiques privilégiés de la colonie portugaise de Luanda en incorporant tous les produits, notamment la poudre et les armes à feu, à l'intérieur du bassin du Congo, donc la région du Chaba, du Katanga, etc. C'est via les Lunda, en fait, que les armes à feu vont se diffuser au centre du bassin du Congo. Et les Congos vont toujours rester une puissance économique, une puissance culturelle, une puissance politique, mais de second rang. Donc, ce qui fait que le rayonnement politique de Banza Congo est en second plan, au 19e siècle. Okay. Par exemple, vous avez même des régions comme la région d'Ambrise, Ambrise en Angola, qui est un port, qui est quasi indépendant de Banza Congo, politiquement. Le seul pouvoir au 19e siècle, même dès le début du 19e siècle, que le Ntotila possède encore, de manière sûre et certaine, c'est le pouvoir juridique. C'est-à-dire que le Ntotila incarne toujours une justice supérieure. On a un exemple, puisqu'il y a eu plusieurs Mfumu dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Cabinda, donc à l'époque qui était Kakongo et Ngoyo. Deux Mfumu avaient un différend. Et là, ce différend date des années 1870, hein, donc on est vraiment au plein du 19e siècle. Et bien ces deux Mfumu-là sont venus à Banza Congo voir Pedro Sed, Vuzi et Lelo pour régler ce différend. À un moment où Banza Congo n'avait plus d'empreinte politique sur le Kabila actuel. Mais ça représentait toujours cette autorité
pas politique, mais symbolique et juridique supérieure. Voilà. On en est là, en tout cas, au début du 19e siècle. Autre césure importante, toujours du point de vue Congo, dans les années 1830, entre 1830 et 1835, on a la mort du dernier Mwene Nsundi, donc le dernier gouverneur de Sundi, qui s'appelle Namenta. Et ce Mwene Nsundi-là, qui avait déjà un pouvoir fragile, il n'y a pas eu de successeur, en fait, à Namenta. Okay. Donc, il n'y a plus de Mwene Nsundi. Donc, la province de Nsundi, rappelez-vous, c'est la province septentrionale de Congo-d'Intotila, donc du Royaume Congo, qui correspond peu ou prou donc, au département du Poul actuel, République du Congo, au département de la Bwenza, une partie du département du Nyari et une partie du Congo central. Okay. Donc la partie ouest, du Congo central. Donc à l'exception du territoire, par exemple, de Mbanza-Ngungu, qui faisait partie de la province de Mpango. Et la partie du Kwango faisait partie, un peu la partie de la province de Mbata, et plus globalement de Congo-Dianlaza, pour faire vite. Okay. Donc après 1830-1835, il n'y a plus de Mwene Nsundi. Donc là, ce sont désormais les Mfumukanda qui sont les principales autorités politiques. Okay. Et on a aussi l'émergence de la notion de Mfumumpu. Parce qu'avant, il n'y avait pas de Mfumumpu. Il y avait les Mfumukanda, vous avez les Mfumurata, vous avez les Nkuluntu. Mais le Mfumumpu va naître au 19e siècle, puisque le Mfumumpu va prendre des pouvoirs politiques et religieux qui étaient auparavant ceux des Mwene Nsundi, et il va prendre aussi le pouvoir des Mfumukanda. Donc ça, c'est le Mfumumpu. Les Mfumumpu naissent au 19e siècle en tant que tel. C'est une réorganisation de la conception du pouvoir politique Congo face à la déficience des Mwene, notamment du Mwene Nsundi. Okay. Et bien entendu, le fait que le pouvoir politique de Banza Congo n'est plus là, puisque les Mfumumpu ne sont pas confirmés par le Ntosila de Banza Congo. Ce qui était le cas pour chaque Mwene Nsundi. Voilà pourquoi il n'y a plus de Mwene Nsundi, il n'y a plus de Mwene Mbata, etc. Mais il n'y a que des Mfumu, des grands Mfumu, même si le Ntosila est toujours connu. Ça, c'est pour ce qui est des Congos au 19e siècle. Okay. Sur l'aspect politique. Pour l'aspect économique, par contre, les routes commerciales continuent de fédérer le monde Congo et de connecter même à l'ensemble du monde, ce qu'on appelle le bassin du Congo. De quelle manière? Premièrement, les ports. Tous les ports de ce qu'on appelle aujourd'hui la côte congo-angolaise, donc de Luango jusqu'à même Ambrise, je dirais même Luanda, mais Luanda à cette époque-là est déjà une colonie, c'est déjà la colonie portugaise d'Angola. Donc c'est pas un port Congo. Luanda n'est plus un port Congo depuis 1575, c'est-à-dire depuis la fondation de Sao Paulo de Luanda. Mais de Luango à Ambrise, ce sont des ports Congo. Donc Luango, vous avez aussi le port de Cabinda, vous avez Boma, pas Matadi, mais Boma, Ambrise, Ambrisete, etc., etc. Mpinda, bien entendu, Soyo. Et donc, la connexion avec le monde extérieur, les produits de traite et notamment la poudre, les Congos sont un intermédiaire indispensable. Même si Luanda reste, bien entendu, le gros port de la région. Okay. Je parle du 19e siècle. Okay. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit que 1815 était une date importante, notamment, pour comprendre cela? Puisque la fin des guerres napoléoniennes entraîne des surplus militaires en Europe. C'est-à-dire que les réserves d'armes à feu sont pleines, mais s'il n'y a plus la guerre. Ces surplus d'armes à feu vont être diffusés dans le reste du monde. Les Amériques, mais surtout l'Afrique et l'Asie. C'est aussi pour cela qu'il y a un surplus des guerres au 19e siècle. Vous savez, le 19e siècle, c'est un siècle c'est pas... contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas le jardin d'Éden dans lequel les Occidentaux sont arrivés en tout perturbé. Non, le 19e siècle, c'est déjà un siècle chaotique, en tout cas, un siècle de conflit, notamment à cause de ces armes à feu-là. Okay. Des surplus napoléoniens qui sont du coup vendus, bradés, et qui vont se diffuser massivement en Afrique centrale. Et les armes à feu étaient déjà connues, mais le coût en fait, des armes à feu va diminuer drastiquement puisque l'offre, la demande, etc. Le seul élément que les forgerons locaux, donc qui sont des Nganga, ne vont pas pouvoir reproduire, c'est la poudre. Okay. Parce que ça a été démontré, prouvé,
même avant le 19e siècle, mais on savait réparer les armes à feu, on savait réparer les fusils et les différents fusils. C'est-à-dire qu'on a suivi l'évolution technologique aussi qui se passait en Europe des fusils, donc des fusils à mousquet. On a même, les meilleurs forgerons savaient même reproduire des platines à silex, mais par contre, nous n'avons pas à reproduire la poudre. En tout cas, la poudre noire, hein, avec du charbon, du salpêtre, etc. et du soufre. Non pas qu'on ne connaissait pas les composants, mais en fait, c'est surtout l'ajustement des composants. Parce que on a là où l'Europe ensuite va prendre l'ascendant sur l'Afrique et surtout sur l'Asie, c'est la révolution industrielle avec la révolution chimique aussi, de la chimie, qui va permettre déjà de prendre le pas sur le plan purement militaire sur les puissances asiatiques. Et puis aussi, ils vont pouvoir aussi synthétiser les premières formes de nivaquine, etc., de quinine. Et du coup, les Européens vont pouvoir résister aux maladies tropicales, alors qu'auparavant, ils en étaient totalement incapables. Donc, vous avez la conjonction d'une révolution industrielle qui permet un atout stratégique décisif sur le plan purement militaire. Et puis, vous avez aussi les progrès de la médecine chimique qui permettent aux Européens de supporter des climats tropicaux qu'auparavant, ils n'étaient pas capables de supporter. D'où, entre parenthèses, d'ailleurs, la politique de métissage des Portugais, c'est-à-dire qui était une politique de faire des métis sur place qui peuvent servir leurs intérêts, parce que ces métis-là étaient capables de supporter le climat tropical, tandis que les créoles européens, c'était très compliqué. Ce qui a longtemps aussi empêché, en plus des résistances des populations africaines, la conquête territoriale. Donc, vous voyez, il y a une conjonction des facteurs qui rend possible la conquête territoriale du continent africain. Alors qu'auparavant, c'était très, très, très compliqué. Même la colonie portugaise de Luanda ne maîtrisait un territoire très restreint. C'était surtout un pouvoir indirect sur les Soba. Donc les Soba, ce sont les chefs Mundu. Et encore, c'était vraiment une mainmise très faible avant le 19e siècle. Donc voilà pourquoi la conférence de Berlin, en fait, n'est que l'aboutissement aussi de cette dynamique-là. Et je tenais à le rappeler pour raconter une narrative différente de la simple narrative de le choc des nationalismes européens qui s'exportent en Afrique. Avançons un peu dans le temps avant que les questions. Oui, du coup, j'aimerais savoir à quel point ça a été significatif pour les Congos, dans le sens où pourquoi on a nommé tout d'abord cette conférence sur le bassin du Congo. Est-ce que les enjeux étaient principalement sur le Congo ou sur toute la région de l'Afrique centrale et plus généralement le continent africain? Ok. Ouais. Alors, conférence sur le bassin du Congo, puisque en fait, c'est vraiment le bassin du Congo qui intéressait les puissances occidentales. Il y a un mythe sur le bassin du Congo, sur les richesses du bassin du Congo, qui est d'abord lié, il faut le dire, au mythe des richesses du royaume du Congo, tout simplement. Le royaume du Congo, Congo-Diane-Totila, tous les Européens qui sont passés par le royaume du Congo ont cherché à s'emparer ou à mettre la main sur les richesses minières du royaume du Congo. Voilà. C'est-à-dire que les Portugais, les Hollandais aussi, quand ils sont venus, ont toujours cherché à mettre la main sur les mines. Okay. Ces mines-là, ce sont ces ressources minières-là qui ont déclenché la bataille de Mbouila, le 29 octobre 1665. Donc, principalement, les mines de cuivre, on le sait aujourd'hui. Par exemple, l'exploitation minière de Mpassamine, en République du Congo, pas loin de Mindouli. Ce sont des mines qui sont toujours exploitées, qui ont été auparavant exploitées par les Français. Mais aujourd'hui, il y a par exemple des Brésiliens qui sont actuellement présents. Il y a une entreprise brésilienne qui est présente dans le département du Poul actuellement, où il y a même, il semblerait même qu'il y ait de la pollution, notamment des eaux. Donc, ce sont des enjeux qui sont toujours réels, concrets. Donc, Congo central, il y a aussi des ressources minières qui sont plus ou moins exploitées. Il n'y a pas que le cuivre, il y a du zinc. Il y a aussi du cobalt. C'est des choses qui ne sont pas sues, mais parce que ce n'est pas exploité totalement dans l'industriel, mais ces ressources minières ont été identifiées et sont présentes. Et ça, ce n'est que l'entrée du bassin du Congo. Donc, premièrement, c'est le bassin du Congo. Le bassin du Congo a toujours intéressé pour ses ressources minières. Encore plus au XIXe siècle, où c'est le début où on est même pas au début, on arrive au cœur de la première révolution industrielle. On a besoin du coup de matières premières pour doper cette révolution industrielle. Donc ça, c'est le premier point.
Deuxième point, ce que les Européens appellent des recherches scientifiques, c'est-à-dire pour découvrir le bassin du Congo qui était alors considéré comme l'une des sources du Nil. Donc il y a une fascination géographique aussi pour ce cœur du continent africain qui était inconnu. L'Afrique de l'Ouest est déjà plus connectée à l'Europe et plus connectée en tant qu'espace mondialisé à l'Europe et à l'Afrique du Nord, au Moyen-Orient, via le commerce transsaharien, etc. L'Afrique centrale représentait vraiment pour les Européens et pour les Occidentaux un point noir, en fait. Un point noir, du coup, qui faisait fantasmer tous les imaginaires occidentaux en termes de richesse, en termes d'exotisme, etc. Et du coup, il y a toujours eu un fantasme sur... Enfin, toujours. Il y a eu depuis très longtemps un fantasme sur le bassin du Congo et ses richesses, du coup, insoupçonnées. Parce qu'il n'y avait pas de source écrite, il n'y avait pas de récit de missionnaires, pas de récit de voyageurs, etc. Même la province de Nsoundi, qui fait partie du Royaume Congo, était très peu connue des Européens avant le 19e siècle. Il y avait le seul passage vraiment sourcé et connu d'un témoignage direct de la province de Nsoundi, c'est lui c'est apôtre, hein, mais c'est le missionnaire capucin Jérôme de Montersaccio, un capucin italien qui a du coup parcouru la province de Nsoundi, si mes souvenirs sont bons, entre 1644 jusqu'aux années 1660, donc pendant une vingtaine d'années. Donc il est allé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le département du Pôle, en République du Congo, Congo central, etc. Donc voilà. Mais au-delà de ça, il allait même jusqu'à Mbé, hein, parce qu'il est parti voir Lonko, le Makoko, hein, ceux de Montersaccio, des années 1650. Mais au-delà de ça, c'était l'inconnu. Et c'est un inconnu qui du coup, fascinait les Européens. L'un des premiers voyages qui ranime cette fascination-là, c'est un Anglais qui s'appelle James Tuckey. James Tuckey qui a fait du coup une expédition où il est arrivé à Boma. Alors, je crois que c'était en 1819. Cette expédition-là, tout le monde est mort hein, de cette expédition-là. Ils sont tous morts, mais ils ont tenu un journal de bord et ça a été publié. Où il raconte du coup la vie économique du coup naval du bassin du Congo, donc au niveau de Boma notamment, et la vie économique qui est en dehors de Luanda, donc en dehors des Portugais, et qui est très dynamique en fait. Donc il voit que en dehors de l'Afrique de l'Ouest, qui est bien connue, en dehors de l'Afrique de l'Est, avec les cités-États Swahili aussi, et Zanzibar, qui est aussi bien connu, il y a aussi en Afrique centrale une vie économique qui leur échappe, puisqu'ils ne contrôlent et qui ne sont en contact, sans même vraiment contrôler, qu'avec les ports, en fait, de Luango jusqu'à Luanda. Donc cet intérêt sur le bassin du Congo, il naît de là. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt dit scientifique, c'est la recherche des quêtes du Nil, avec notamment le fameux... Et là, on bascule déjà dans la deuxième partie du 19e siècle, avec le fameux docteur Livingstone, etc. Oui, oui, justement, je voulais parler de ça. Du ouais. coup, je voulais justement qu'on aborde la question des principaux acteurs, justement que ce soit Henri Morton Stanley, que ce soit De Brazza. Comment est-ce que leur action a eu un impact justement sur la suite de cette conférence de Berlin? Ok. Alors, ces acteurs-là, qui se passent du coup de la deuxième partie du 19e siècle, ne sont rendus possibles que par vraiment une première implantation des intérêts privés économiques occidentaux. L'un des tournants, c'est 1836-1838, c'est-à-dire les premières abolitions portugaises de la traite. Okay. Et ce qui fait qu'il y aura un switch. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'implantation de factoreries, en fait, qui sont des entreprises qui vendent des produits manufacturés, mais non plus contre des Africains, donc qui font plus du trafic esclavagiste, mais notamment contre des produits, notamment l'ivoire. Le trafic d'ivoire, il prend une échelle jusqu'alors sans précédent. Et ces factories-là, principalement, sont portugaises, parce que les Portugais sont les premiers présents et qui connaissent du coup le mieux les réseaux des marchés intérieurs. Mais qui qui a le plus besoin de ces matières premières-là? Parce que l'ivoire était très utilisé dans la médecine, notamment dans l'industrie, boule de bière, etc. Ce sont les Britanniques. Donc, ça veut dire que les factories britanniques
vont s'imposer massivement le long de la côte. Et ça, c'est dès la première partie dès la première partie du XXe siècle. Et il faut savoir que ces factories-là, ce sont parfois des anciens négriers qui se sont convertis, et ce sont beaucoup d'intérêts privés. C'est-à-dire que la couronne britannique n'est pas au courant forcément de tout ce qui s'y passe. Quand James Tsuki vient à Boma, il est surpris de voir des Bakongo, donc principalement des Bayombe, des Basundi, etc., qui parlent par exemple anglais. Par exemple. Il est surpris de cela. C'est vous dire déjà l'impact en fait déjà des intérêts britanniques à l'entrée du bassin du Congo. Et ça, c'est un point qui est important, parce que ces intérêts britanniques-là qui sont présents, ils sont présents déjà dès 1820, ils sont encore plus présents en 1830, 40, 50. Ces intérêts britanniques-là, privés, économiques, précèdent même les missionnaires. Lorsque les missionnaires arrivent, les missionnaires britanniques arrivent, ils sont précédés par les intérêts privés. Et ça, c'est très important de le marteler. C'est ce qui rend possible les Livingstone, etc. Même si Livingstone, lui, arrive par l'Est. Okay. Il arrive par l'Est, il arrive par les cités-États swahili, notamment Zanzibar, où il prend en fait, quelle route il prend? Les routes arabo-swahili. Ces routes arabo-swahili, donc qui font la connexion entre du coup la région des Grands Lacs et comment ça s'appelle, et la côte swahili. Donc, la côte du côte swahili, c'est Tanzanie, Kenya, Mozambique, puisque les cités-États swahili, dans leur appellation extrême, ça va de Mogadiscio jusqu'à Sofala. Donc, Mogadiscio, Somalie, Sofala, Mozambique. Pour ce qui est de ce commerce-là, qui est aussi important de comprendre, puisque c'est via l'Est que va s'opérer la dite découverte par les Européens du bassin du Congo, ces routes arabo-swahili ne sont devenues possibles que lorsqu'il y a eu des produits qui ont rendu rentable le commerce à longue distance. Parce qu'il y a une chose qu'il faut comprendre, le commerce à longue distance en Afrique existe depuis longtemps, mais était souvent indirect, parce qu'il n'y avait pas de produits à haute valeur ajoutée qui rendent rentable le fait d'utiliser les mêmes porteurs d'un même acteur économique, sortis, bien entendu, d'un même espace politique, par exemple d'un même royaume, etc. Avec la traite esclavagiste transatlantique et orientale, vous avez des produits à haute valeur ajoutée qui permettent et qui justifient, pour les acteurs économiques les moins scrupuleux, le commerce à longue distance sous un même acteur. Et ce qui, du coup, fait que les routes, au début, qui étaient parsemées de différents acteurs économiques, vont être maîtrisées par un ou deux acteurs économiques. C'est comme ça que ce qu'on appelle les arabo-swahili vont s'infiltrer peu à peu, quitter les cités-États, notamment Kilwa, Zanzibar, etc., la Tanzanie, et arriver jusque dans le Maniema actuel en RDC. C'est via du coup la traite orientale, esclavagiste, mais aussi l'ivoire, qui va permettre la création de ces routes-là, que Livingstone va emprunter. Il va pouvoir emprunter. Donc, ça veut dire que la constitution et l'intégration du bassin du Congo comme espace économique dans l'économie mondiale naît grosso modo de la modification du schéma économique lié aux traites esclavagistes. Auparavant, il y avait plusieurs espaces africains, politiques, dont le royaume du Congo. Chacun maîtrisait une portion et chacun empêchait en fait l'unification économique de ces mêmes espaces-là. Et ça, les puissances européennes l'ont compris au XIXe siècle et ont du coup la volonté d'unir les différentes entités-États, les différentes entités étatiques du bassin du Congo, que je vais rappeler grosso modo. Le royaume du Congo, moribond mais toujours existant. L'empire Lunda Tchokwe, principal intermédiaire de la colonie de Luanda, intermédiaire économique de la colonie portugaise d'Angola, de Luanda, avec les chefferies de l'intérieur, donc la confédération Luba notamment, moins puissante que la confédération Lunda Tchokwe. Et vous avez ensuite les différentes chefferies qui vont se lier aux commerçants arabo-swahili et qui vont devenir des seigneurs de guerre en fait. Et il y aura plein de conflits pour
l'exploitation des esclaves et de l'ivoire, qui du côté de l'est du bassin du Congo, donc qui correspond à l'est de une grande partie de l'est de la RDC, mais aussi du nord de la Zambie, qui vont être connectés, eux, aux marchés orientaux au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment Moyen-Orient, Proche-Orient. Donc, péninsule arabique, Sultanat d'Oman, les Perses aussi, etc., etc. Donc, c'est un peu la conjonction de ces deux tendances-là. Parce qu'en fait, Livingstone, ce n'est limite qu'un épiphénomène, même si son action personnelle aura un impact majeur. Mais son action personnelle n'est rendue possible que par ces dynamiques économiques qui balayent en fait, qui balayent et qui reformatent les dynamiques politiques de l'Afrique centrale et équatoriale qui correspondent au bassin du Congo. Et pour parler plus spécifiquement de l'espace culturel Congo, Oui. comment est-ce que la partition du Congo portugais, du Congo français et ainsi du Congo belge s'est fait? Okay. À partir de quels enjeux et avec quels acteurs qui ont été principalement impliqués? Ben, c'est à partir de ces enjeux-là. Parce qu'en fait, Livingstone, son voyage prouve en fait qu'il est possible d'exploiter ces routes économiques-là et à la fois de découvrir les sources du Nil. Mais pourquoi les sources du Nil? C'est pas juste pour découvrir les sources du Nil par un aspect scientifique. Non. Le but, c'est de faire un canal tout simplement entre le Nil et le fleuve Congo pour que les marchandises européennes et les Européens eux-mêmes puissent amener en fait du cœur de l'Afrique qui était considéré comme non pas no man's land, mais comme une zone totalement inconnue, et bien de ramener ça par exemple jusqu'en Égypte, etc. Et donc c'est un peu ça l'idée motrice en fait des Européens. Pour ce qui est du royaume du Congo. Alors, l'avènement déjà de Pedro VII Vuzi Ilelo en 1855 marque un tournant puisque il est en conflit, je pense que vous connaissez l'histoire, avec le prince Congo dont on a le portrait qui est d'ailleurs une peinture à huile qui se situe actuellement au musée des rois à Banza Congo. Donc le nom portugais donc c'est Dom Nicolau, le nom Congo donc Misaki Manimi surnommé Fukaongo. Il va s'opposer notamment, lui, à la prise de pouvoir de son cousin, donc Pedro VII Vuzilelo, qui va, lui, s'appuyer sur les Portugais pour avoir le trône de Banza Congo, donc en 1855. Alors, donc premièrement, c'est les Portugais qui, bien entendu, sont les plus présents et les plus influents au royaume du Congo. Okay. Donc, dès 1855, les Portugais arrivent à Banza Congo. Ils vont partir de Banza Congo dans les années 1860, mais le lien est établi entre les Portugais, de nouveau, entre les Portugais de Luanda et Banza Congo des années 1860. Les autres acteurs présents sont non pas à Banza Congo, mais dans le reste de l'espace Congo. Comme je l'ai dit, ce sont les Britanniques, les factories britanniques sont très présentes. Il y a aussi les Allemands qui sont présents, il y a quelques Hollandais et les Français. Mais les Français ne sont pas les plus présents, justement. Ils sont présents, mais ils ne sont pas forcément les plus présents. Les Britanniques ont plus de poids et plus d'impact que les Français à ce moment-là. La césure se situe en 1870, et là, il faut revenir en Europe. Donc, guerre franco-prussienne, okay. Défaite de la France, chute de l'Empire, et donc l'avènement de la Troisième République. À ce moment-là, la France a une soif de revanche. Et la France se sent humiliée une fois de plus. Et l'Allemagne qui avait du mal à être un espace national, puisqu'avant c'était l'Empire romain germanique, etc. Puis ensuite c'était la Confédération germanique. Là, l'Allemagne devient un Reich. Et il y a notamment le chancelier Bismarck qui établit du coup une politique nationale très ambitieuse pour l'Allemagne, qui fait de l'Allemagne la première puissance continentale européenne. La France est reléguée au second plan. Okay. Et l'Allemagne, en plus, prend l'Alsace et la Lorraine. Pour le camp des républicains okay, français, donc les Gambetta, etc., eh ben, ce qu'ils appellent l'outre-mer, donc c'est-à-dire la conquête territoriale en dehors de l'Europe, peut permettre à la France de retrouver un rang au sein du concert des nations européennes.
un rang de premier, de premier point. Et ils font ce raisonnement-là parce qu'ils se comparent à la Grande-Bretagne, puisque là, on est vraiment dans l'ère victorienne, en fait, où vous avez le Royaume-Uni qui domine les Indes, qui a aussi, qui a aussi quelques possessions en Afrique, en dehors des Indes, en Asie, etc. Et qui est le Royaume-Uni est la première puissance mondiale économique à ce moment-là. Bon. Du coup, en 1970, il y a un lobby colonial qui est né en France. Et Pierre Saviano de Brazza, qui est un Italien naturalisé, etc., qui s'engage dans la marine, veut offrir à la France une place dans le bassin du Congo. Alors, le bassin du Congo est un enjeu pour ce que j'avais dit tout à l'heure, les richesses minières insoupçonnées et l'huile de palme et le caoutchouc. Le caoutchouc qui est majeur dans l'industrie chimique, notamment pour les pneus, etc. Donc, pour la révolution de l'automobile. Pas de caoutchouc, pas de révolution automobile. Pas de révolution automobile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas organiser la logistique nécessaire à la poursuite de la révolution industrielle en Europe et en Occident. Vous avez aussi des intérêts américains aussi, parce que les États-Unis aussi sont en pleine révolution industrielle. Et post-guerre guerre de sécession. La guerre de sécession, c'est ce qui va donner la révolution du rail aux États-Unis. Et bien, avoir un pied en Afrique pour les intérêts américains, c'est ce qui a apporté la révolution du pneu et la révolution de l'automobile. Mais les États-Unis ne s'attendent pas encore comme grande puissance. Donc les États-Unis sont intimement liés à ce moment-là à la Grande-Bretagne pour la politique, pardonnez-moi l'anachronisme, mais on va dire pour une politique, disons, africaine. Okay. Donc 1870, là, les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer puisque l'intérêt d'avoir des territoires coloniaux en Asie et en Afrique, on voit que chaque maintenant pays européen a bien conscience que pour poursuivre sa révolution industrielle et pour rayonner en Europe, il faut des territoires extra-européens. Donc, et ça va se passer très 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 vite. Léopold II, le roi de la Belgique, il va être malin. En fait, il va prétendre avoir un aspect philanthropique. L'aspect philanthropique, ça va être quoi? Ça va être la lutte contre l'esclavage. Mais l'esclavage pratiqué par qui? Par les marchands dits arabo-swahili. Puisque Zanzibar est à ce moment-là la plaque tournante de l'exploitation esclavagiste. Et pas seulement pour déporter, exporter des Africains en tant qu'esclaves dans le Proche-Orient et Moyen-Orient, mais pour les exploiter sur place, notamment pour le clou de girofle, en fait, pour des produits exotiques. Le clou de girofle était un produit à haute valeur ajoutée aussi. Et Zanzibar et la côte tanzanienne exportaient beaucoup de clous de girofle. C'était un même des premiers exportateurs mondiaux à ce moment-là. Donc, il met en avant cela, et aussi, et c'est là qu'on rejoint l'historiographie classique européenne, il y a une rivalité des nationalismes européens. Okay. Donc, cette rivalité-là des pays européens, les différents États européens ne veulent pas d'une guerre à ce moment-là en Europe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a derrière cette idée-là de la course à chacun son territoire colonial, l'idée que nous ne devons pas nous affronter sur le sol européen pour ces territoires-là dont le but principal, c'est la puissance. Une guerre va profiter à personne économiquement, donc il faut qu'on établisse un peu des règles de fair play, etc. pour ces territoires-là. Donc, vous avez une conjonction. Alors, pourquoi je fais ces parenthèses-là? Parce que Léopold II, c'est la Belgique. Okay. La Belgique est un État récent en Europe. La royauté belge est une royauté récente. Il est dans une française et espagnole, le Léopold II, en termes de royauté. La Belgique profite de la chute de Napoléon et puis du printemps des peuples en 1848 pour exister en tant qu'État, en tant que nation. De son héritage catholique pour se dissocier des provinces unies qui vont devenir les Pays-Bas. Voilà, la Belgique est un peu née du début de la fin des grands empires. Donc le début de la fin de ce qui était l'empire des Habsbourg, les Habsbourg d'Autriche, les Habsbourg d'Espagne.
le dernier ersatz de cet empire-là, c'est l'empire austro-hongrois, l'Autriche-Hongrie. Donc la Belgique est issue de cela. Qu'est-ce que la Belgique peut faire concrètement par rapport à la France et la Grande-Bretagne sur le terrain colonial? La Belgique ne peut pas. La Belgique n'a pas les moyens humains, tout simplement. Même si la Belgique, attention, a des moyens économiques. La Belgique est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la mégalopole européenne. Donc avec l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe rhénane. Hein, et la Belgique, notamment Anvers et Liège. Liège est l'un des premiers exportateurs mondiaux d'armes à feu au XIXe siècle. Et notamment d'armes en Afrique. Liège est d'ailleurs spécialisé dans l'exportation d'armes faites pour les Africains. Quand je dis faites pour les Africains, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris quels étaient le type d'armes qui étaient recherchées par les Africains et que les Liégeois se sont spécialisés même dans les contrefaçons d'armes qui étaient vues par les Africains comme parfaitement efficaces dans notre climat. Je pense par exemple au fusil Lazarino, qui est un fusil qui est fabriqué à Braga, et par Liège, on va fabriquer des fusils qui sont des contrefaçons de ce fusil à Lazarino, où on va écrire Lazarino Legitimo de Braga. Donc voilà, pour expliquer que certes la Belgique est un petit J'ai peut-être État. une remarque pour la Ouais. Belgique, mais justement, particulièrement le Congo belge, comme c'est un espace qui a été conçu justement pour faire du commerce libre, est-ce qu'il n'y avait pas justement un intérêt à ce que toutes les puissances occidentales se mettent d'accord pour justement que la Belgique puisse gérer au moins le Congo belge? Oui, ça s'est fait comme ça, mais au début, ça s'est fait sous, en fait, l'association, déjà. L'association internationale du Congo, qui est certes gouvernée, qui est certes créée par Léopold II, qui la finance, mais c'est une association. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas attaché à la Belgique. C'est pour ça que ensuite on parle d'État dépendant du Congo, qui est une propriété privée de Léopold II, parce que c'est une association. C'est-à-dire que Léopold II n'a pu prétendre que prendre un espace aussi grand que qu'en étant le garant d'une neutralité sur le plan économique du Congo, puisque chaque colonie, chaque territoire qui est vu comme une colonie est considéré ensuite comme la chasse gardée de la métropole. Donc, vous avez grosso modo le bassin du Congo, qui est vu peut-être comme le plus gros morceau pour les pays européens, pour le capitalisme mondialisé, qui est grosso modo gouverné et dirigé, dicté par les entreprises et les intérêts privés européens et voire même occidentaux, c'est-à-dire je mets les Américains dedans parce que les Américains sont déjà là à ce moment-là. Léopold II va se poser en conciliateur pour empêcher un conflit entre le Portugal, la France et la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que le Portugal veut faire valoir ses droits historiques sur le Congo. Je parle dans le cadre européen. Les Portugais disent grosso modo, nous sommes les premiers arrivés, nous sommes les premiers présents, donc c'est nous qui devons gouverner le bassin du Congo. Sauf que les Portugais aussi, ils n'ont pas les moyens de diriger. Un truc qu'on oublie, le Portugal n'a jamais dominé l'ensemble du royaume Congo. Le Portugal n'a jamais conquis le royaume du Congo. Le Portugal a affaibli le royaume du Congo, mais le Portugal n'a jamais dominé le royaume du Congo. Donc ça veut dire que les Portugais n'ont jamais pu occuper militairement, administrativement, l'ensemble du territoire où était situé le peuple Congo. Les Britanniques, du coup, se sont insérés dans cette brèche-là. En fait. Et les Britanniques, au XIXe siècle, les Britanniques, eux, ils vendent le libre-échange. Voilà. Donc ça veut dire que les Britanniques voient la conception économique portugaise, qui est essentiellement physiocrate, donc les richesses de la terre, etc., comme des arriérés, en fait, qui empêchent la civilisation. Pour les Britanniques, la civilisation, c'est, et qui va donner le leitmotiv du colonialisme britannique, la civilisation, c'est le christianisme et le commerce. Et certes, les Portugais, c'est des chrétiens, mais c'est des catholiques. Et ce sont des paysans pour eux, qui comprennent rien à l'économie. C'est comme ça que voient les Britanniques. Donc, pour eux, les Britanniques qui veulent faire de l'État indépendant, du bassin du Congo, une zone de libre-échange. Du coup, l'Association internationale du Congo, c'est Léopold II qui propose cette idée-là, mais c'est pas pour rien qu'il prend des Britanniques comme Stanley, parce que les Britanniques, en fait, ils sont les concepteurs idéologique de l'État indépendant du Congo, donc de la RDC, comme une zone de libre-échange pour le capitalisme mondialisé. Et le capitalisme mondialisé à l'époque, qui c'est? C'est les entreprises britanniques, c'est les entreprises américaines, les entreprises françaises, les Allemands,
etc., etc. Donc, c'est-à-dire que pour empêcher, en fait, qu'il y ait une guerre, du coup, entre eux, même une guerre commerciale, ils ont dit, bon, on va pas se battre pour ce territoire-là. Léopold II, c'est la Belgique. La Belgique, en gros, c'est pas un danger. C'est-à-dire que si vraiment on veut lui reprendre de force, et on lui reprendra de force ce territoire-là. Donc, c'est pour ça qu'on a consenti à ce que Léopold II crée l'Association internationale du Congo. Et dans cette association internationale du Congo, il y a des Français aussi. On a même voulu, Léopold II a même voulu prendre De Brazza, en fait, dans cette association internationale du Congo. Sauf que De Brazza, comme il était un fanatique des voix à la France, et qu'il savait, en fait, qu'il avait compris le dessein de Léopold II, il a refusé d'intégrer l'association internationale du Congo. Et cette association internationale du Congo a été faite pour barrer le chemin à la France pour contrôler le bassin du Congo, et barrer le chemin au Portugal, parce que le Portugal avait, du point de vue européen, la légitimité de l'ancienneté de la présence. Voilà. Donc voilà un peu déjà les raisons de ce découpage-là. Maintenant, pourquoi... Attendez, il y a une question. Allez-y. Après, oui. Mais juste Oui. pour comprendre un peu, s'il y a toute cette puissance qui viennent pour sur le bassin, etc., est-ce qu'on peut brièvement dire quelle était, comment dirais-je, la composition du royaume brièvement et en dehors des ressources minières, quoi représentait vraiment le royaume Congo pour que tout ça de pays occidentaux et européens et un peu occidental veulent mettre le grappin un peu, si je peux me permettre l'expression, Ok. sur. Donc, brièvement pour qu'on puisse comprendre. Brièvement, en fait, on ne peut pas résumer le bassin du Congo au royaume du Congo. Mais par contre, je peux vous dire les principales puissances politiques et économiques. Donc, principale puissance politique et économique, vous avez le royaume du Congo, vous avez la confédération de l'Empire Lunda Tchokwe, vous avez la confédération Luba, et ensuite vous avez les différentes... vous avez aussi le royaume Téké, on va dire. En tout cas, vous avez les territoires Téké, vous avez ensuite les différentes chefferies Bobangui, vous avez les chefferies Mongo, et vous avez aussi le royaume Zandé, etc., etc. Voilà, c'est les principales puissances politiques et économiques. Même Congo. Comment? Même Congo. Comment ça, Congo? Le royaume du Congo. Mais j'ai commencé par ça. Donc, voilà. Je reprends. Pourquoi Bismarck? Pourquoi? Parce que là, l'Allemagne semble absente de tout ça. L'Allemagne, c'est la première puissance économique et politique de l'Europe. Okay. Bismarck, au début, ne s'intéresse pas à la conquête territoriale en dehors des frontières de l'Europe. Bismarck, lui, ce qu'il veut, c'est l'Europe. Donc les Allemands, au début, sont très désintéressés par l'Afrique, etc. Pas que l'Afrique, d'ailleurs, même l'Océanie, etc. Mais ensuite, il comprend son retard dans la course à la puissance en Europe. Et c'est ce qui fait que les Allemands vont ensuite se lancer dans la course au territoire de conquête, mais que pour éviter ces conflits, la conférence de Berlin, ce qu'il faut aussi rappeler, faite à Berlin, conférence au bassin du Congo, parce que c'est le cas du bassin du Congo qui pose problème, okay, qui pose problème parce qu'il y a en fait des intérêts de différents pays européens qui sont opposés, donc France, Grande-Bretagne, Portugal, que c'est la zone la moins connue, et c'est donc la zone qui contient potentiellement le plus de richesses. Donc c'est pour cela que cette conférence-là va devenir la conférence où on va établir les principes du partage de l'Afrique entre les puissances coloniales. À la conférence de Berlin, on ne trace pas les frontières. À la conférence de Berlin, on établit les principes selon lesquels les pays européens vont se partager l'Afrique. C'est à partir de la conférence de Berlin qui va être établi que tout traité passé avec une autorité politique africaine a valeur de territoire considéré comme colonie, comme chasse gardée d'un pays européen, et qu'ensuite il n'est plus possible pour un autre pays européen de s'établir là, même économiquement, sans passer par la métropole, sous peine de conflit. Justement, par rapport à ça, est-ce que c'est ça qui sera justement mobilisé? Par exemple, il y a eu les traités avec le Makoko du côté Oui. du Congo français. Est-ce que c'est
justement sur cette base-là que les États européens vont pouvoir s'approprier ces espaces-là et en faire leur colonie. Alors non, puisque le traité du Makoko se situe à bien avant, comment ça s'appelle? Bien avant la conférence de Berlin. En fait, il y avait la conférence de Berlin va avaliser des états de fait. Va avaliser des états de fait, va régler des litiges entre les pays européens et va faire de ce qui était un habitus une loi. En fait, c'est ça la conférence de Berlin. Va transformer des habitus des pays européens pour la conquête coloniale, ça va devenir des règlements juridiques pour régler les contentieux. Par exemple, l'une des conséquences de la conférence de Berlin, ça va être la rétrocession de la vallée du Niari à la colonie du Moyen-Congo, donc du Congo. Pourquoi rétrocession? La majorité des Mfumu, donc les chefs Congo, de la vallée du Niari, okay, donc la vallée du Niari, donc passer la forêt du Mayombe, etc. Ce qui correspond grosso modo à département du Lekumu, département du Niari, département de la Bouenza. Les Mfumu de cette région-là avaient signé des accords et des traités avec Stanley ou avec l'Association internationale du Congo. Donc plutôt avec l'État dépendant du Congo. C'est-à-dire que si on suit cette règle-là, dans cette partie-là, aujourd'hui, ce sera la RDC. Mais cela, à la suite de la conférence de Berlin, cela a été rétrocédé à la colonie du Congo, puisque c'est des territoires en fait que la Belgique et la France se sont, enfin la Belgique, l'État dépendant du Congo et la France se sont échangés pour éviter un conflit en fait. C'était pour arranger grosso modo les Français, pour que les Français en fait s'accommodent, les Français s'accommodent en fait de l'existence même de l'État dépendant du Congo. Donc c'est un compromis qui a été trouvé pour que ce territoire-là soit vu comme viable, c'est-à-dire d'avoir un territoire, un hinterland qui soit connecté à un port, qui était très important dans la conception coloniale des États faits par les Européens, puisque le but, c'est d'exporter les matières premières. Donc ça ne sert à rien d'avoir un territoire qui est enclavé. Il faut un territoire qui soit connecté à un port. Et si vous prenez le port, mais que vous prenez que entre Luango et Mfoua, Mavula, Ntamo, donc Brazzaville, il y a un trou, ben, en fait, ça sert à rien. Et le trou, c'est la vallée du Niari. Donc voilà pourquoi il y a eu cette rétrocession-là, suite à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin elle donne vraiment des principes. Elle donne vraiment des principes. Et Bismarck le fait parce qu'il joue aussi l'arbitre. Donc Léopold II comme Bismarck, dans le bassin du Congo, ils arrivent à s'imposer parce qu'arbitre entre les deux principaux impérialisme et intérêts économiques, qui sont la Grande-Bretagne, avec derrière les États-Unis, et la France. Oui. J'ai juste une petite question parce que la conférence, on entend souvent la conférence de Berlin, mais ce qui a été dit ici, c'est que les Allemands, finalement, au départ, se désintéressaient un peu de la question africaine et vont vouloir retrouver, entre guillemets, rattraper un certain retard. Mais pourquoi, dans ces cas-là, ça s'est passé à Berlin en fait? Et pourquoi pas en Belgique? Il avait celui de départ. Bismarck s'est posé en tant qu'arbitre. Et parce que l'Allemagne est la principale. Oui, il s'est imposé. Et parce que l'Allemagne est la principale puissance économique et politique de l'Europe à ce moment-là. Voilà. Parce que l'Allemagne, principale puissance économique et notamment industrielle. Donc c'est l'Allemagne qui a pris les devants. Bismarck, c'est la politique après. C'est la politique. Léopold II aussi, le fait que ce soit Léopold II le président de l'Association internationale du Congo, c'est aussi la politique. C'est aussi la politique. Il a réussi en fait à jouer sur les intérêts privés parce qu'il prend que des privés. L'État indépendant du Congo, c'est vraiment une initiative privée de A jusqu'à Z. C'est même pas un État. C'est ce qui dicte aussi malheureusement le destin économique de ce pays-là et de cette région-là. C'est que c'est une région qui a été au XIXe siècle formatée en fonction des intérêts économiques privés étrangers et qui ont dicté même la formation des États africains, que ce soit les États de la colonisation, mais même avant, en fait, c'est-à-dire que même les formations politiques africaines avant la colonisation, donc avant 1885, ont été vraiment formatées par cela.
quand je parle, par exemple, ce qu'on appelle les sultanats du Maniema, etc., ils sont directement issus du trafic esclavagiste oriental du 19e siècle. Le fait que le royaume du Congo chute, c'est directement lié au trafic atlantique esclavagiste. L'empire Lunda Chokwe a bâti sa puissance en étant le principal intermédiaire entre la colonie portugaise de Luanda et les sociétés africaines de l'intérieur du bassin du Congo, en Zambie, au Chaba, au Katanga, etc. Donc c'est une région qui a été vraiment formatée économiquement par les intérêts économiques étrangers, par le capitalisme du 19e siècle. Et on n'a jamais réussi à sortir de ce schéma-là. C'est-à-dire l'exploitation des matières premières qui ne fait que succéder à l'exploitation des ressources humaines, des humains en fait. C'est vraiment une continuité d'exploitation, et qui a brisé du coup toutes les formations politiques. Le royaume du Congo, entre autres, qui a malgré tout quand même bien résisté, puisqu'il n'a pas été totalement dominé, mais il a été marginalisé économiquement. Et marginalisé économiquement, affaibli politiquement, et il a servi ensuite juste de règle de coupe, parce que s'il y avait un royaume du Congo qui était fort et puissant, il aurait, en fait, tout ce projet-là n'est pas viable, puisque le royaume du Congo est en aval en fait du bassin du fleuve Congo, et que tous les principaux ports sont Congo, à commencer même par Luanda de base. Donc, ça veut dire que l'entreprise coloniale n'est viable qu'en détruisant le royaume du Congo, qui est la principale puissance économique, politique et même culturelle. Une fois que le royaume du Congo est affaibli et détruit, eh ben, quelque part, ça arrange même ces mêmes puissances que le royaume du Congo soit partagé entre la France, la Belgique et l'Angola. Parce que la destruction du royaume du Congo rend possible en fait viable la colonisation de l'ensemble du bassin du Congo. Parce que l'existence même du royaume du Congo, en fait, ça remet en question toutes les conséquences de la conférence de Berlin. D'ailleurs, j'aimerais bien rappeler juste les personnes présentes à la conférence de Berlin et les pays aussi, parce que c'est quand même assez intéressant. Donc, je vais dire les noms et les pays. Intéressant de noter que ils sont pratiquement tous, alors qu'on est au fin du 19e siècle, où grosso modo le modèle plus républicain s'impose à peu près en Europe, et ben ce sont que pratiquement pas des têtes couronnées, mais des nobles qui sont à la conférence de Berlin. Donc ça prouve aussi la continuité aussi d'une certaine aristocratie, oligarchie européenne qui s'est liée à la bourgeoisie européenne pour maintenir son pouvoir politique et économique. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Sans être complotiste, mais c'est aussi une réalité. Donc, Graf Katnist, la Russie. Oui, la Russie tsariste, et bien évidemment, est la conférence de Berlin, parce que les Russes, depuis Pierre le Grand, le combat des Russes, c'est de s'occidentaliser et d'être assis à la table des Européens. Et être assis à la table des Européens au 19e siècle, au 20e siècle, c'est participer à l'impérialisme européen. Même les Japonais, dans leur volonté de s'émanciper de la tutelle européenne, les Japonais, quelque part, l'hyper-nationalisme nippon, l'impérialisme nippon, c'est juste calqué sur l'impérialisme européen. Donc voilà. Donc la Russie est présente. Le baron Lambermont pour la Belgique, le baron de Courcelles pour la France, Saïd Pacha pour la Turquie. La Turquie est présente à la conférence de Berlin. Si on dit que l'Empire ottoman est considéré comme l'homme malade de l'Europe, et parce que l'Empire ottoman s'affirme de plus en plus comme puissance européenne, parce que être reconnu par les Européens, c'est être reconnu comme le concert des nations. Le pays le plus puissant européen, qui est la Chine, s'est fait humilier avec les guerres de l'opium. Donc ça a bien montré à tout le monde que si vous voulez être libre, il faut être comme les Européens. La Turquie a compris le message et a sa place à la conférence de Berlin. Marquis de Penafiel, Portugal, bien sûr. Graf von Asfen, l'Allemagne. Graf de Launay, l'Italie. Graf, c'est un titre. Hein. Graf von der Straten, la Belgique encore. Mr. J.A. Casson, États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique sont à la conférence de Berlin. Le secrétaire, M. Rendre. R. von Consereux, l'Allemagne. Graf de Bonaparte, l'Espagne. Mr. Ashton Sanford, États-Unis d'Amérique. Le délégué. Bismarck, donc le chancelier allemand qui est le président de la conférence de Berlin.
Honoré Devon, Danemark. Oui, le Danemark qui est aussi une ancienne puissance esclavagiste. Bon, ça, on oublie les Danois, mais voilà, on les aime bien avec la série Viking, etc. Mais non, les Danois, ça reste des Européens qui ont participé à la traite. Bon, ils font amende honorable aujourd'hui, mais voilà, ils savent ce qu'ils ont fait. C'est ainsi l'Autriche-Hongrie, bien sûr, l'Empire autriche-hongrois. Baron Bilt, la Suède et la Norvège. Eh oui, les Suédois aussi, ils ont pris part. La Norvège aussi, bien entendu. Et voilà, le reste, Bismarck, secrétariat et Bush, secrétariat. Donc voilà, les principaux pays européens sont présents à la conférence de Berlin. Les États-Unis d'Amérique et l'Empire ottoman, donc la Turquie. Voilà, je tenais que c'était important de rappeler qui était là et quel pays était là pour montrer en fait que la conférence de Berlin, c'est un enjeu mondial et qui s'est bâti sur la négation de nos souverainetés, de nos humanités, en fait, tout simplement. Et c'est ce modèle-là qui nous gouverne jusqu'à nos jours. Donc voilà, je trouvais que c'était important de rappeler Une question. les pays en présence. Oui. Oui, Une question, je ne sais pas, est-ce que, vu que la salle pose des questions, est-ce que ceux qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions? allez-y, Mouepouati. Ouais, bah, rapidement, c'est tout juste par rapport aux pays impliqués. Avant ma question, j'aimerais vous remercier Bruce Mateso pour votre intervention et pour avoir accepté cette invitation de Kim Fatoka Congo. Et merci pour notre modératrice aussi. Alors, ma question est de savoir, j'aimerais savoir, quand vous dites que vous parlez des pays impliqués à la conférence de Berlin, est-ce que ces pays ont représenté leur pays parce que c'est une représentation, ils ont été, est-ce qu'ils ont représenté individuellement leur pays? Voilà pourquoi on parle des pays qui ont participé à la conférence de Berlin. Ou en fait, comment ça s'est passé, quoi? Ça c'est important de le signifier. Et j'aimerais aussi savoir, y a-t-il un lien entre Léopold II et l'Allemagne par rapport à ses origines, un lien qui va faire de telle sorte qu'il va être quand même avoir une place de choix lors de cette conférence. Est-ce que par rapport à ses origines autrichiennes, on peut dire, vous pouvez nous situer aussi par rapport à ça, ça permet aussi de comprendre les enjeux qui vont suivre, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à poser comme question. Merci. Alors oui, les délégués, en fait, sont des ambassadeurs plénipotentiaires, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ils représentent vraiment leurs États. Voilà, ils ne représentent pas leurs individus, ils représentent vraiment leurs États, donc la France, l'Empire ottoman, la Russie tsariste, etc. Donc, ce sont des représentations étatiques, c'est pas des représentations privées. Pour le lien avec Léopold II, l'Allemagne, oui, ça a joué, mais c'est un peu négligeable parce qu'au XIXe siècle, la majorité des familles dynastiques européennes, il y a eu tellement de mariages que tout le monde est lié avec tout le monde. Les Bourbons d'Espagne, les Bourbons de France sont liés. La famille royale britannique est allemande d'origine, donc tout le monde est lié avec tout le monde. Vraiment, le lien qui permet à Léopold II d'être là, c'est parce qu'il a fondé l'Association internationale du Congo et qu'il a financé avec ses propres deniers et qu'il a financé, qu'il a payé les meilleurs géographes de son époque, les meilleurs explorateurs de cette époque. Stanley, c'est un des meilleurs explorateurs. Voilà. Il a payé en fait vraiment, il s'est servi de sa fortune personnelle et étatique pour ce projet-là en fait. Là où les autres États ont négligé, mais lui il pouvait se le permettre parce que c'était un monarque et parce qu'il a fait vraiment, de la question coloniale pour la Belgique un intérêt vital. Là où pour les autres c'est un intérêt stratégique. Pour les autres États, pour l'Allemagne c'est pas un intérêt vital d'avoir des colonies. Pour la France non plus. Ce sont des intérêts stratégiques importants. Mais lui, vu la Belgique et qui voulait jouer un rôle majeur sur le plan international, il a fait de la question du bassin du Congo un enjeu vital. Et lorsque on investit ses ressources économiques, ses réseaux pour un enjeu vital, bah forcément, les résultats sont là. J'en profite. Alors, il y a des questions qui ont été posées. Du coup, je vais lire la première. Alors, du point de vue africain, quel était l'état d'esprit des Bas-Congo à cette période, après les traites, les guerres internes, le pillage des ressources, la répression des leaders tels que Kimpavita
est-ce que cet état d'esprit a favorisé les méfaits des Européens et est-ce que les Bas-Congo et les Africains en général sont restés des acteurs dociles et passifs face à tous ces événements? D'accord. Bah, bien entendu que l'état d'esprit. Alors, Kim Pavita, c'est loin quand même, hein. Kim Pavita, elle est morte en 1706. Je commence la dynamique qui va donner lieu à la conférence de Berlin en 1815. Donc, c'est 100 ans plus tard. Vraiment, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. L'état d'esprit. L'état d'esprit qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a un fort ressentiment, par contre, contre les Portugais. Ok. Parce que les Bas-Congo ont eu l'occasion d'être confrontés à d'autres Européens que les Portugais. Vous savez, les Français, la première arrivée des Français au Royaume du Congo, c'est en 1526, où il y a des pirates français ont été arrêtés à Mpinda. Donc les Bas-Congo sont habitués à être confrontés en fait à d'autres Européens. Par contre, il y a un vrai ressentiment contre les Portugais, parce que les Portugais, il y a eu tellement de guerres contre eux, qu'il y a un ressentiment qui est très 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 fort contre les Portugais, pour des Bas-Congo en particulier, et même voire des Africains de la région en général. Euh, Si on parle d'époque, donc on va essayer de situer déjà le 19e siècle, c'est-à-dire de 1815 jusqu'à 1885, les acteurs ne sont pas les mêmes, les peuples africains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que même des peuples africains qui n'ont jamais été au contact des Européens, en 1870, déjà, ils ont été en contact avec les Européens, ils ont en contact. Ne nous sommes plus les mêmes peuples. Donc, ça dépend à quel moment vous vous situez. Cependant, ce que je peux dire, c'est que de manière globale, nous avons sous-estimé l'hostilité, la détermination et la capacité de nuisance des Européens. Nous avons sous-estimé parce que nous nous sommes basés sur nos expériences anciennes, où grosso modo le gap technologique n'était pas si important que cela, et qu'une fois qu'on les connaissait, et que nous étions d'abord sur nos territoires, des territoires que nous maîtrisons, etc., avec notre supériorité numérique, il était facile de défaire les Européens, qui en plus avaient du mal à supporter notre climat. Ben, sauf que nous n'avons pas pris en compte qu'il y a eu la révolution industrielle entre-temps, qu'il y a aussi une révolution stratégique aussi en Europe entre-temps, avec les guerres napoléoniennes, où en fait les Européens ont été habitués aussi à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. La mentalité de guerre européenne du 19e siècle, c'est pas celle du 16e et du 17e siècle. C'est-à-dire qu'on est rentré avec les guerres révolutionnaires et napoléoniennes dans l'ère de la guerre de masse, dans l'ère où les théâtres d'opération ne se situent plus juste dans une vallée, etc., mais sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc une guerre qui a changé d'échelle. En plus de cela, stratégiquement, il y a l'alphabétisation côté européen qui augmente le niveau tactique du soldat moyen européen. Donc en fait, on n'avait pas conscience qu'il y a eu une révolution militaire côté européen. Tandis que nous, il y a eu une révolution militaire aussi de côté. Je mets de côté, l'expérience Zoulou qui ne correspond pas à notre espace, mais même les Zoulous n'ont pas compris qu'il fallait faire plusieurs révolutions épistémologiques dans le terme de conception du savoir. C'est qu'à un moment donné, si vous ne faites pas de manière massive le saut de l'écrit pour tous et non pas du savoir pour quelques initiés, eh ben, vous pouvez pas gagner sur long terme le combat avec les Européens. Donc l'état d'esprit, c'est grosso modo, bon, ils sont là de nouveau, on les connaît, on les tolère pour ce qu'ils nous apportent, et puis le jour où on en aura marre, eh ben, on les chassera. Ben, sauf que quand on a voulu les chasser, ça a été des défaites foudroyantes. Je pense qu'on sous-estime, et ça, c'est aux historiens africains de travailler dessus, le trauma de la défaite, en fait. Le trauma de la défaite qui a été la conquête coloniale. Parce qu'il faut regarder les chiffres, questionner nos mémoires, et puis faire le parallèle avec les comptes rendus des soldats européens. Des fois, il y a des batailles voilà, où les Européens ils perdent quoi, 5-6 hommes, et nous, on perd 700 hommes. Voilà. C'est ça les ratios, en fait, des batailles fin 19e siècle. Vous vous rendez compte, en fait, et des fois, à armes, entre guillemets, même pas armes égales, mais nous, on a des armes à feu. Parfois, on a même des armes à feu qui sont assez modernes. Hein. Pour les Bas-Congo, on avait des fusils à piston rapide. Donc, c'est pas des fusils automatiques. C'est des fusils qu'on recharge comme ça, là. Des Winchester. Les Bas-Congo avaient ça. Donc, grosso modo, ils se disaient que, bon, voilà, les armes à feu, on les connaît, on va les tuer. Mais non, on se fait écraser. Avec on s'est mangé des tactiques aussi de villages brûlés, des prises en otage, etc. C'est-à-dire un niveau et une manière de faire la guerre auquel on n'a jamais été confronté. Voilà, auquel on n'a jamais été confronté. Et surtout, sur le temps long.
sur le tournant. Donc, l'état d'esprit, on les a globalement sous-estimés. On pensait qu'on pourrait les refluer vers la côte comme avant, sauf que là, non. Non seulement ils n'étaient pas venus juste pour... ils sont venus pour rester, pour nous dominer, et ils étaient prêts à mourir aussi pour nous dominer. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Les Européens qui nous ont colonisés, donc nous ont conquis, ils étaient prêts à mourir pour cette conquête-là. Et à mourir en nombre. Ou en tout cas, ou à faire mourir les autres pour eux, parce qu'ils nous ont aussi conquis avec des troupes coloniales. Et bien, en face, lorsque vous avez une conception de la vie qui est sacrée, donc qui est limitée, donc ça veut dire que on n'est pas à même de sacrifier un grand nombre de vies pour notre souveraineté, etc., et ben vous perdez. Mais nous ne sommes pas les seuls. Hein. L'ensemble du monde non européen a perdu militairement. A perdu militairement. Et c'est ensuite un aggiornamento qui devra être fait, qui a été fait partiellement, à mon avis, en tant qu'histoire militaire, qui a été fait au XXe siècle. Là où les Asiatiques, par contre, l'ont fait totalement cet aggiornamento. Le fait qu'il va falloir accepter de mourir en grand nombre. De mourir en grand nombre. Parce que sinon, vous ne jouez même pas au même jeu, vous ne faites même pas la même guerre. Vous faites une guerre sur le modèle antique, eux, ils font une guerre sur le modèle moderne qui est bâti quand même sur la vie d'un soldat ne vaut rien. C'est par bataillon, par régiment qu'on compte la vie. Donc voilà l'état d'esprit. L'état d'esprit, pas du tout de docilité, de passivité. Mais nous n'avons pas compris les enjeux stratégiques de la guerre qui était menée contre nous, à savoir la conquête coloniale. Et ça, pour le savoir, il faut avoir un niveau d'information sur l'autre aussi. Un niveau d'information que nous n'avions pas. Que nous n'avions pas. Même, par exemple, si on prend le cas du Royaume du Congo. Malheureusement, l'État du Congo l'État Congo a été grandement affaibli. C'est-à-dire que l'État du Congo n'avait pas pu bâtir une doctrine stratégique étatique contre les Portugais. Quand moi, je vois, par exemple, le niveau de connaissance de Garcia II, Kangalokini et Vita Kanga qui connaissaient les rivalités européennes entre l'Espagne et le Portugal, etc. Ils avaient acquis une expérience, mais cette expérience-là n'a pas été transmise aux autres. La circulation du savoir aussi. Le fait de considérer que le savoir ne doit être donné qu'à certaines personnes, qu'à certains initiés, etc. Mais le savoir comme ça, il se perd. Là où le savoir circule le plus, parce que vous ne savez pas où le génie va apparaître dans votre société. Donc il faut que le savoir circule. Quand le savoir ne circule pas, il se sclérose. Il se sclérose, même dans les civilisations les plus brillantes. Donc c'est ce qui nous est arrivé, et c'est ce qui a rendu notre défaite pratiquement inéluctable. Et pas uniquement sur le plan militaire, sur le plan aussi politique, parce que bien entendu, divisé pour régner. Divisé pour régner, et nous étions divisés. Au sein même du Royaume Congo, nous étions divisés. Sans même parler de Luango, mais même la province de Nsundi, le fait qu'elle explose, les différentes rivalités dans ce que nous appelons aujourd'hui les groupes ethniques Congo, que ce soit Congo-Brazzaville ou RDC, etc., ces intérêts-là sont basés sur des vicissitudes des rivalités du 19e siècle, qui sont des rivalités souvent économiques. Pour être liés à tel port. Par exemple, ceux qui contrôlent le port de Boma, ceux qui contrôlent le port d'Ambrise, ceux qui contrôlent le port de Luango, ceux qui contrôlent le Cabinda, etc. Et la seule idée fédératrice qui pouvait nous unir politiquement, qui était Congo d'Antotila, a été mise à mal. Et vous avez des gens qui sont montés sur le trône qui n'étaient pas à la hauteur aussi des enjeux. Donc c'est vraiment une conjonction à la fois de facteurs personnels et des dynamiques longues qui nous dépassent, qui nous ont pas rendus dociles. Non, il n'y a pas eu de docilité. C'est juste que la guerre qui était menée n'est plus la même. Et nous n'avons pas conscience des enjeux stratégiques. Ensuite, je vais prendre des questions avant qu'on passe à la deuxième partie. Je pense que ça fait sens avec ce que tu disais. Est-ce qu'il y a eu une résistance des peuples africains, particulièrement Congo, lors de ce partage de l'Afrique à Berlin et sous quelle forme? Bien sûr, il y a des résistances, mais est-ce que même nous étions au courant qu'il y avait une conférence de Berlin même sur nous? Aussi, le niveau d'information, tu ne peux pas résister contre quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne sais pas. Nous ne savions pas qu'il y avait cette référence-là. Nous avons vu que les conséquences, par exemple, pour le Congo, République du Congo, la conférence de Berlin. Cette conséquence-là, c'est qu'après la conférence de Berlin, l'administration coloniale française de Brazzaville veut commencer à administrer le territoire concrètement, c'est-à-dire imposer l'impôt
de capitation, le recensement, les routes, contre les routes, etc. Mais lorsque les Congos ont compris cela, ben c'est là que les chefs congolais, les Mfumu, sous une coalition à travers notamment Mabla Manganga, vont commencer à mener la guerre. Mais sauf qu'ils mènent la guerre, entre guillemets, trop tard, parce que vous menez la guerre contre un phénomène d'administration du territoire qui est déjà en place. Alors, ils ont mené une guerre hein, que j'estime avoir été menée de 1888 à 1898, voire même 19, donc 11 ans de guerre, mais qui était perdue d'avance. Qui était perdue d'avance. Donc, mais parce qu'une guerre sans information, l'information, c'est la première. On néglige, hein, mais avant même de penser à les armes à feu, la justice, etc., c'est d'abord l'information. Il faut savoir déjà qui est ton ennemi, que veut ton ennemi. Donc voilà, les buts de guerre. Quand vous n'êtes même pas au courant des buts de guerre, vous voulez faire la guerre où et contre qui. Mais c'est pas possible. Autre événement, autre résistance, là plutôt au Luango et à Landana. Landana, c'est au Cabinda actuel. Où vous avez différents Mafuku qui ont essayé de faire la guerre dans les années 1870, hein, qui ont fait la guerre plutôt aux missionnaires catholiques. Parce que la première mission catholique française dans l'espace Congo, elle se situe à Landana, au Cabinda actuel, avec Monseigneur, qu'on s'appelle Kari, et après le fameux Monseigneur Prosper Ogouar, qui avant de fonder la mission à Linzolo, là, dans le département du Poul, il était à Landana. Bon, les Mafuku, ils ont mené un mouvement pour chasser ces missionnaires-là, un mouvement de guerre, hein. Mais ils n'ont pas compris que derrière ces missionnaires-là, il y avait déjà les intérêts étatiques. Et en plus, il y a eu une coalition des Européens présents là, c'est-à-dire les factories, et les factories notamment allemandes, qui ont donné des armes et qui ont combattu avec ceux qui protégeaient les missionnaires et les factories françaises. Donc il y a eu une union des intérêts européens, français et allemands, et on est après la guerre franco-prussienne. Hein. Donc les Français et les Allemands sont censés être des ennemis hein, à ce moment-là, qui font une guerre contre ce Mafuku-là, qui s'appelle, je crois, Mutenda, et qui meurt. Voilà, tout son groupe se fait... c'est une défaite cuisante, et voilà. Donc, on n'a pas compris les enjeux stratégiques. Voilà. On ne fait pas la guerre en 1870 comme on l'a fait en 1770. Je vais prendre juste 2 dernières questions. Ensuite, la question suivante. Donc, ça a aussi été une guerre idéologique, le spirituel et la valorisation de la vie humaine contre le capitalisme et la valorisation du matérialisme. Ah oui, c'est une guerre, bien entendu, idéologique. Vous savez, là, dans ma thèse, parce que j'étudie du coup l'art de la guerre chez les Congo, j'ai un chapitre où vraiment j'appelle la guerre psychologique qui a été faite contre les Congos. Puisque ça a été théorisé. Je vais même un peu du coup vous lire un peu le passage, hein, ça pourra vous édifier. Donc voilà, la guerre psychologique fait partie intégrante de ce qu'il convient d'appeler la guerre coloniale. Ce type de guerre bien particulière est défini par son objectif, l'assujettissement de l'adversaire et la reconnaissance par ce dernier d'un système d'infériorisation et magnifiant le vainqueur dans un ordre moral et légitime où il est le colonisé et l'autre le colonisateur. Le christianisme est à la fois cause et moyen en fonction des acteurs coloniaux. Les missionnaires se lancent à la conquête des cœurs et des âmes. Et si le scepticisme et l'indifférence sont les premières réactions, peu à peu la situation évolue. Les églises s'imposent comme une autorité morale pouvant freiner les abus et les velléités des autorités coloniales, réussissant à protéger les populations des astreintes de l'autorité coloniale. Contrairement à l'autorité coloniale, dans un premier temps, les missionnaires catholiques ne s'attaquent pas frontalement aux organisations sociopolitiques africaines en place. C'est-à-dire que les missionnaires, au début, n'ont pas commencé à dire aux gens quoi faire. Non, ils ont commencé à se montrer avenants, à prendre les marginaux de nos sociétés. C'est-à-dire, forcément, ceux qui étaient, par exemple, d'ascendance servile, etc. Ce sont eux les premiers convertis. Pensez, par exemple, à l'un des traducteurs de la Bible en Kikongo, Miguel Nekaka, Don Zao Lemvo Nekaka, qui est, donc, son clan Nanga, qui est un Monarata, un Monadzo, de la famille royale de Banza Congo. Donc, quelqu'un qui est en marge, mais qui à la fois qui est proche du pouvoir. Mais ces gens-là, c'est souvent là les plus frustrés, les plus aigris. Et qui a vu avec l'arrivée des missionnaires, je crois que c'est des Britanniques, oui, c'est des Britanniques,
le fameux William Bentley qui a fait le dictionnaire Kikongo-français, enfin Kikongo-anglais plutôt, va se baser sur ces personnes-là eh ben, pour être en adéquation avec la société qui veut assujettir. Et l'un des buts aussi de la guerre psychologique, c'est de désarmer l'adversaire et de enlever sa volonté de combattre. Ça, c'est la première chose à faire, la première chose qui a été faite et qui a été menée tout le long de la colonisation. Donc, bien évidemment, c'est une guerre idéologique. La colonisation, de toute façon, est une guerre idéologique par définition, puisqu'on colonise des territoires qui sont considérés comme terra nullius. Donc, terra nullius, c'est-à-dire des territoires que l'on considère comme sauvages dans le sens où il n'y a aucune activité humaine. Donc, c'est-à-dire que dès lors que tu considères que ce territoire-là, il n'y a même pas d'activité humaine, c'est-à-dire que tu nies l'humanité des personnes qui vivent sur ce territoire-là et tu les considères même pas comme des adversaires. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas dans une guerre où chacun vaut l'autre, en fait. Donc la colonisation est une guerre idéologique par définition. Et bien entendu, nous n'avions pas conscience de cela. Nous n'avons pas conscience de cela, mais en même temps, nous n'avons pas les informations pour. Donc ça a été une guerre idéologique. Alors, pour ce qui est du spirituel, la variation de la vie humaine contre le capitalisme et la variation du matérialisme. Pas uniquement. Ce serait une erreur de considérer que la colonisation est uniquement un but capitaliste, matérialiste, c'est-à-dire un but athée, un but c'est-à-dire sans spiritualité dans le sens sans idéologie. Non, parce qu'il y a des Européens qui sont morts pour nous coloniser. Voilà. C'est pas juste par intérêt économique. C'est pas juste par intérêt économique. L'intérêt, quand il y a juste l'intérêt économique qui reste, c'est qu'on est déjà dans une forme de dégénérescence. Il y a un projet civilisationnel derrière, nourri par la suprématie, la suprématie occidentale. Pour pas dire la suprématie blanche. C'est ça qui nourrit. C'est ça qui leur donne la force de supporter les paludismes et tout ça, etc. Comment la force de supporter que en plus que c'était beaucoup aussi des fois des bagnards ou des hommes célibataires, etc. Donc sans s'attache, mais qu'est-ce qui a donné la force? C'est la force de croire qu'ils représentent le nec plus ultra de l'humanité et que parce qu'ils représentent le nec plus ultra de l'humanité, ils sont légitimes pour nous nominer et nous assujettir partout sur la planète, y compris sur nos terres. C'est cette force morale-là qui leur a permis de supporter tout ce qu'il fallait supporter pour pouvoir nous dominer, nous assujettir. Donc c'est un modèle civilisationnel face à un autre modèle civilisationnel. Alors maintenant, je ne dis pas qu'il faut bazarder notre modèle civilisationnel, mais qu'il faut l'adapter. Parce que si vous ne l'adaptez pas, en tout cas dans une confrontation militaire, oui. J'aimerais rebondir sur ce point. Quelle preuve pourrais-tu nous servir pour vraiment documenter l'absence de préoccupation économique dans les motivations de l'Europe? Non, alors, je reformule. Là, vraiment, c'est une affirmation. Non, j'ai pas dit d'absence. J'ai dit que ça ne suffit pas. J'ai pas dit, il n'y a pas l'absence, mais ce n'est pas le seul moteur. C'est pas le seul moteur qui a nourri la finalité fondamentale d'une Europe qui, nous savons tous, à cette époque où elle va à la conquête du monde, est une Europe pauvre, est une Europe vraiment qui meurt de peste, qui meurt de ceci, qui meurt de cela. Quelle est la motivation? Il y a des gens qui ont dit de l'Europe colonisatrice qu'elle était dans un processus d'évasion. Elle s'évadait de son espace fait de pauvreté. Donc, nous dit aujourd'hui que qu'est-ce qui peut aider à solidifier le fait que la motivation la plus forte, la plus décisive et la plus déterminante n'est pas celle-là. En fait, il faut faire une différence. Ensuite, j'ai une dernière question. Alors, la motivation d'évasion, c'est vrai pour le colon moyen blanc. C'est lui qui est pauvre. Le soldat, par exemple, si on pense De Brazza, c'est un noble, mais c'est un noble de basse classe, on va dire. Albert Dolisie, c'est un militaire en mal d'aventure. Charles Mangin, pareil, etc. Les soldats, oui, ce sont des désœuvrés. Ce sont des gens pour qui c'est l'Afrique qui va leur donner un destin. C'est ceux-là qui vont conquérir.
mais les têtes. Ceux-là sont Oui, mais c'est instrumentalisés. oui, instrumentalisés Ils sont par qui? Mais c'est pas instrumentalisés eux. par ceux qui, justement, ont des récits sur l'enrichissement Mais c'est bien ce que potentiel. mais c'est pas eux qui font la colonisation, dans le sens c'est pas eux qui ont le projet de la colonisation. Ce n'est pas Eux, eux, mais ce sont c'est que eux des qui sont exécutants. utilisés, Mais c'est eux qui sont les exécutants, instrumentalisés. oui, mais les exécutants de la colonisation, ce qui sont eux, mais ceux qui pensent la colonisation, ce sont les Européens, c'est-à-dire les entités étatiques, ceux qui dirigent l'État, et eux, ils ne sont pas pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Voilà, D'accord, mais c'est ça que je quelle dis. finalité? Mais la finalité, c'est s'enrichir encore plus. La finalité, c'est la domination mondiale. Mais ils ne font pas ça pour survivre. Ils ne font pas ça pour survivre. C'est ça que je veux dire. Il faut ça pour asseoir une suprématie, pour encore plus de suprématie. Parce que les pays européens qui sont les plus faibles, ce sont certes les pays européens qui vont défendre le plus la colonisation jusqu'au bout. Exemple, le Portugal. Mais le Portugal, parce que eux, pour le Portugal, c'est vraiment un colonialisme de survie. C'est-à-dire que le Portugal, même quand ils perdent le Brésil, pour le Portugal, c'est une catastrophe. Et du coup, ils veulent faire de l'Angola leur nouveau Brésil. Mais là, il faut voir. Le colonialisme portugais, il est certes plus aliénant et plus destructeur, mais ils n'ont littéralement pas le moyen d'occuper le territoire de l'Angola. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Grande-Bretagne et la France peuvent arracher du coup le véritable contrôle du bassin du Congo au Portugal. Parce que les Portugais sont les premiers présents. Mais parce que le Portugais justement est trop faible. Donc pour moi, c'est... À l'époque de la colonisation du 19e siècle, on n'est plus dans l'Europe pauvre. L'Europe pauvre, à la limite, pauvre entre guillemets, c'est 15e, 16e siècle. Et c'est la traite esclavagiste qui va permettre notamment à l'Europe de devenir et de dépasser, entre guillemets, l'Asie. Et une fois que l'Europe a les savoirs militaires, les capacités économiques, et bien là, elle peut désormais prendre territorialement l'Afrique. Donc, non, parce que je pense que sinon, si on rentre dans ce schéma-là sur le plan militaire, ça ne tient pas la route. Parce qu'après, les preuves, on regarde les budgets des missions, on regarde les budgets des États, on regarde aussi matériellement les hommes que nos États, quand nous avons des États, parce qu'il y a des sociétés sans État. Et une société sans État, sur le plan militaire, elle ne peut pas faire une guerre de longue durée. Parce que quand on fait la guerre, il y a toute une logistique à mettre en place. Et au 19e siècle, et je précise même, après la guerre de sécession aux États-Unis, eh ben, les pays européens sont les mieux dotés sur le plan militaire et sur le plan économique pour faire la guerre de haute intensité sur la longue durée. Et à la fin, tout le monde perd. Les Chinois, ils ont perdu. Les Japonais, ils se sont dit, on va devenir des fascistes pour pouvoir résister, parce qu'il n'y a que comme ça. C'est-à-dire qu'on va copier les Européens pour ça. Et ça, c'est vraiment au 19e siècle. Donc, sinon, je trouve qu'on se leurre. Et si on se leurre sur hier, eh ben, on va se leurrer aussi sur aujourd'hui. Bon, moi, je vais poser ma deuxième question. Mais Juste avant une cela, petite. Ouais, faire juste bref pour qu'on enchaîne je ensuite. peux me taire, hein, si Ouais. vous voulez m'empêcher de Non, parler. non, non. Juste bref. Il va être bref. Il va être bref. Si la contribution n'est pas intéressante. Non, allez-y. Non, allez-y, posez la question. C'est juste Ok. qu'il y a d'autres personnes qui posent également des questions et qu'on aimerait enchaîner. Non, on ne va pas. Allez-y. Allez-y. Oui. Du coup, je prends la question. Moi, j'ai une vraie question parce que on parlait des pays d'Europe qui étaient parmi les plus pauvres et qui ont vraiment soutenu, on va dire, ce projet colonial, notamment le Portugal. Mais qu'en est-il de l'Espagne qui a aujourd'hui une seule ancienne colonie en Afrique et qui est pourtant à l'époque enfin avec le Portugal, les grands conquérants du Nouveau Monde. Comment l'Espagne s'est évincée ou peut-être n'a pas trouvé d'intérêt Parce qu'il y avait l'Amérique latine. L'espace s'est beaucoup plus concentré sur l'Amérique latine, sur les Philippines qu'elle a perdu aussi par rapport face aux États-Unis, Cuba, aussi, tout. L'Espagne en fait se concentre vraiment sur l'Amérique parce que ce qui a fait la richesse. Parce qu'en fait, le Portugal, c'est vrai que c'est le Portugal, par exemple, c'est que le Brésil. Et le Portugal c'était le Brésil jusqu'au bout. Mais avec l'Angola, Brésil-Angola, c'était un lien économique qui était très pertinent. L'Espagne, par contre, ne s'est jamais vraiment implantée en Afrique parce qu'elle était beaucoup plus implantée aux Amériques
avec notamment la Colombie, la mine de Potosi qui était le principal exploiteur d'argent au monde, au point même de faire chuter le cours de l'argent en Chine, alors que la Chine était le principal consommateur d'argent au 16e, 17e, 18e siècle. Donc voilà pourquoi l'Espagne est grosso modo absente, entre guillemets. Et après, donc des intérêts, et puis aussi pas les moyens aussi. Le Portugal, c'est vraiment parce qu'ils étaient là les premiers. Sinon, on les aurait évincés. Sinon, on les aurait évincés. Il y a eu un conflit entre le Portugal et la Grande-Bretagne diplomatique. C'est vraiment parce que les Portugais étaient là physiquement et qu'ils étaient, via leur politique de métissage et colonisation, qu'ils étaient présents humainement. Parce que à la fin, il faut des gens qui puissent tenir le terrain aussi. Et les Portugais, ils ont eu ça. C'est ce qui leur a permis de garder, parce qu'ils connaissaient le mieux les réseaux économiques intérieurs, etc. Ce qui faisait qu'ils étaient rendus indispensables. Parce que les Britanniques, même à Banza Congo, ils étaient présents, en fait. Il y a eu d'ailleurs une petite querelle, les Britanniques qui ont essayé de faire monter le protestantisme pour pouvoir prendre Banza Congo. Donc voilà un peu pour l'absence de l'Espagne, globalement. Oui, du coup, il y a Monsieur Simon Kizola Malambou qui veut poser une question. J'ai vu votre main, vous pouvez activer votre micro si vous voulez poser. Oui, allô? Attendez. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette conférence. Alors, très rapidement, j'avais 2-3 questions à poser. Alors, j'aimerais comprendre. Peut-être que ça a été abordé, mais comme à un moment, ça a bugué. Alors, si vous me permettez, j'aimerais comprendre au niveau du Congo central. Alors, on a la rive gauche et la rive droite. Hein? Donc, de la rive droite, du côté de Boma, et donc Boma qui, je sais, après Vivi, a été capitale de l'État indépendant du Congo. Hein? Et en fait, j'aimerais comprendre comment s'est fait le découpage, pourquoi cette partie, donc on a le Mayombe, et donc on a les Bayombe et les Banyanga, notamment, je schématise. Pourquoi cette partie a été rattachée, comment dirais-je, à l'actuelle République démocratique du Congo, en fait. J'ai ma petite idée pour en discuter avec d'autres historiens, mais j'aimerais, s'il vous plaît, avoir votre éclairage. Oui. Est-ce que en fait, je pose les questions ou on y va par étapes, peut-être? Ouais, par étapes. Je réponds. Alors, en fait, même le côté où il y a les Manyanga, côté Congo-Brazzaville, en vrai, oui. Ce qui a rattaché plutôt ce côté-là, du coup, les Manyanga côté Brazzaville, c'est qu'il y a la fondation de Boko comme poste démissionnaire en 1875. Mais auparavant, c'était un même ensemble économiquement, donc c'est vraiment la présence des missionnaires français à Boko qu'ils a détaché. Mais sinon, cette partie-là aurait pu aussi se retrouver du côté de l'État indépendant du Congo, même si c'est, en fait, c'est pas le fleuve, la frontière même coloniale, c'est pas le fleuve en réalité. La frontière coloniale, c'est vraiment l'occupation française. Et ensuite, c'est vraiment la conférence de Berlin des territoires qui ont été rétrocédés, comme j'avais dit tout à l'heure, la vallée du Niari, en fait. D'accord. Tous les Bembe, les Kuni, tout ça, ils avaient signé des traités avec l'État indépendant du Congo, de base. Pas avec de Brazza. Et ça a été rétrocédé en 87-88. Et quand je dis beaucoup d'accords, c'est 249 accords, quelque chose comme ça. D'accord. Qui étaient signés avec l'État indépendant du Congo. En fait, de base, la France n'avait pas grand-chose. La France, en fait, De Brazza a fait un coup. De Brazza a signé avec le Makoko et Cordier l'a signé avec le Malwango. Et il y a eu 2-3 chefs qui ont signé avec Malamine. Mais sinon, la plupart des chefs, soit ils connaissaient l'État indépendant du Congo, soit ils connaissaient personne. Ce qui fait que c'est pour ça que pourquoi il y a une plus grande résistance armée côté Congo-Brazzaville, c'est parce que les gens, en fait, ils ont vraiment vu les Moundélés qui débarquaient, en fait, en mode, mais ils veulent quoi, ces gens-là, en fait. Ce qui fait que ça a entraîné tout de suite une résistance armée, tandis que côté Congo-Kinshasa, la présence de Stanley elle était vraiment plus marquante. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, la différence entre les deux. Congo-Brazzaville, c'est vraiment un coup de poker que la France a joué via De Brazza pour être présent coûte que coûte dans cette région-là. Alors qu'au début, c'était pas plus convaincu que cela. Tandis que
II, lui, il avait vraiment une vision, en fait, Léopold II. Et en plus, Léopold II était quand même derrière, soutenu par la Grande-Bretagne, pour au final prendre les terres au Portugal. Voilà. La Grande-Bretagne, en vrai, voulait faire de tout le bassin du Congo, donc écran bassin du Congo, donc, et on comprend même jusqu'aux abords de Luanda, en fait. Elle voulait que tout cela, ce soit une zone de libre-échange économique. Sauf que le Portugal et la France, en fait, sont venus perturber la vision de libre-échangiste de la Grande-Bretagne. Et Léopold II, qui s'est fait un peu le défenseur de cela. Et c'est grâce à cela qu'il a pu s'imposer comme arbitre et du coup imposer par la suite la Belgique dedans. Mais malgré cela, c'est ce qui caractérise aussi jusqu'aujourd'hui du coup la RDC comme espace économique de libre-échange pour les intérêts capitalistes mondiaux jusqu'aujourd'hui. Et les Américains aussi sont présents avec les Britanniques dès le début. D'accord. Et en ce qui concerne donc la particularité du Cabinda, en fait, qui est angolais en fait. Alors pourquoi ce découpage un petit peu. Donc on a la RDC donc de l'autre côté sur la rive droite du fleuve, donc avec le Mayombe et le Manyanga, et le Cabinda, donc qui appartient à l'Angola, quoi. Ouais, ce découpage, alors là, il est vraiment issu du particularisme lié à la conférence de Berlin. Lié à la conférence de Berlin, dans le sens où c'est vraiment des renégociations suite à la conférence de Berlin, parce qu'il y a eu des rétrocessions. Parce que Pointe-Noire, par exemple, Pointe-Noire, c'était disputé par les Portugais. Et en fait, les Portugais vont du coup accepter de retrocéder Pointe-Noire aux Français après la conférence de Berlin. Et les Français vont quitter le Cabinda, l'Andana, après la conférence de Berlin. D'accord. Donc déjà, il y a peut-être un bruit là. Et pour ce qui est du Cabinda, du coup, en fait le Cabinda de base, les premiers arrivés, ce sont les Français. Ce qui fait que ça crée une enclave. Et comme ensuite ça a été rétrocédé ensuite aux Portugais après la conférence de Berlin, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de discontinuité territoriale. Et ensuite, le Cabinda, c'est toujours vu, en tout cas, comme particulier, puisque c'est issu, grosso modo, de Kakongo et de Ngoyo. Et ils ont fait, en fait, 2 traités séparément, en fait, le district du Congo portugais, qui est grosso modo le Rhum Congo en Angola. Vraiment, voilà, grosso modo. Hein. Mais le Cabinda, donc Kakongo et Ngoyo, ils sont indépendants de Banza Congo. Donc, ils ont fait 2 traités. Donc là, je vais le retrouver. Donc, traité de la Chimfuma, donc 29 septembre 1883, c'est avant la conférence de Berlin. Traité de Chikamba, 26 décembre 1884. Traité d'amitié de facilité de Simolomboko, donc 1er février 1885. Mais c'est des traités de protectorat. D'accord. Et c'est des traités qui ont été signés. Ça n'a rien à voir avec le traité qui a été signé par Pedro VII Vuzi Elelo, qui représente du coup, qui va constituer le district du Congo portugais. Donc en fait, parce que les autres, le Cabinda, donc Kakongo, depuis le XVIIIe siècle, c'est vraiment indépendant de Banza Congo en fait. Indépendant. En plus, ils ont leur propre port. En fait, ils ne dépendaient de Banza Congo en rien, si ce n'est, comme j'avais expliqué tout à l'heure, que Banza Congo était considéré comme une cour de justice suprême, puisque Pedro VII Vuzi Elelo, dans les années 1870, il avait géré un contentieux entre 2 Mfumu du Cabinda, qui étaient du coup venus à Banza Congo pour qu'ils tranchent. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, les élites du Cabinda, les élites traditionnelles du Cabinda, politiquement, en fait, sont toujours vues indépendantes de Banza Congo, et donc indépendantes, du coup, du Congo portugais, qui était alors rattaché à la colonie d'Angola. Voilà. Parce que même sur le plan juridique colonial, ils ne sont pas rattachés au même traité que le district du Congo portugais. Voilà. C'est pour ça ensuite que le MLEC et puis le FLEC vont dire que voilà, ok, vous mettez fin à ce traité-là, c'est bien, mais nous, en fait, on n'est pas liés au Portugais vers ce traité-là. Donc, voilà. Voilà l'essence du Cabinda. D'accord, merci bien. Alors, très rapidement, on a en RDC, donc on a dans l'État indépendant du Congo, d'abord, je pense,
on a comme première capitale Vivi. Ensuite, on a Boma. Alors, est-ce que le fait de changer, comment dire, de capitale de Boma, qui est sur la rive droite du fleuve Congo, à l'actuel Kinshasa en 1923, est-ce que c'est, comment dirais-je, c'était stratégique parce qu'il y avait encore, comment dirais-je, une ambiance belliqueuse entre la France et la Belgique? Je ne sais pas si ma question est claire, Bruce. C'est stratégique, mais c'est surtout stratégique parce que la France et la Belgique restent comme tout des alliés. On était quelque peu des rivaux, mais il y a toujours eu une étroite collaboration entre les autorités coloniales françaises et les autorités coloniales belges, notamment dans la répression du Kintwadik, Kibangisme, la répression de Massoïs. Ils ont toujours collaboré très bien. Et même pour la Première Guerre mondiale, voilà. Non, c'était stratégique surtout pour la domination des Congo, des Bas-Congo, des Congolais même de plus global. La colonisation ne se fait jamais dans les anciens centres politiques africains. La colonisation crée toujours des nouveaux lieux de pouvoir parce que c'est une manière d'administrer l'espace et les communautés humaines. Boma, ça reste malgré tout un centre économique Congo ancien. Donc, quelque part, si tu veux provoquer une rupture avec l'ordre ancien, tu dois créer un nouveau espace. Brazzaville et Kinshasa n'ont jamais été des capitales politiques. Ça a toujours été des centres économiques plus ou moins d'influence Congo et Téké. Après, voilà, on peut voir en fonction des... Mais, ouais, c'est-à-dire que sur le plan politique, ça n'a jamais pesé. Donc, c'était, entre guillemets, des no man's land politiques où il était du coup facile pour le pouvoir colonial de s'implanter et d'y inscrire sa nouvelle légitimité. D'accord. Ok, c'est clair. Merci. Alors, ensuite, dernière question, très rapidement. On a Stanley, qui est sur Zanzibar, donc qui arrive dans l'actuelle RDC, donc, en passant par la Tanzanie, il arrive dans l'actuelle RDC. Oui. Il cherche en fait visiblement la source du Nil. Oui. Il remonte le fleuve en partant, je sais pas, de la loi là-bas. Il remonte, il arrive dans l'actuelle Kisangani. Au lieu de remonter vers le nord, il va vers l'ouest visiblement et il arrive à Kinshasa, enfin ce qu'on appelle Kinshasa aujourd'hui, et il y crée des stations. Donc, du coup, je crois que tu l'as abordé tout à l'heure, mais ça a coupé. J'aimerais, en fait, tu parlais, en fait, je sais pas si tu peux revenir très rapidement, s'il te plaît, avec le lien avec Typotype. Typotype, Stanley, Typotype, et du coup, comment dirais-je, le commerce d'ivoire et d'esclaves. Je ne sais pas si tu peux très brièvement, s'il te plaît, rapidement, revenir là-dessus. J'avais parlé pas spécialement du typotype, mais j'avais parlé de l'émergence en Par fait, exemple, arabo-swahili dans la région, et j'avais expliqué en fait que c'est l'émergence du coup de l'ivoire comme produit qui a rendu possible le contrôle du commerce à longue distance de la côte swahili jusqu'au Maniema actuel, où en fait les commerçants arabo-swahili dont Typotype en fait est l'un des derniers avatars vont ensuite prendre le contrôle de ces routes-là et du débouché de ces routes-là qui se situent du coup Maniema, Ituri, etc. En fait, et que ces routes-là ensuite, vu qu'elles ont existé et que pour la première fois dans l'histoire, ont été unies sous une même autorité politico-économique qui a rendu possible Livingstone, même pas cette année, Livingstone en fait déjà. D'accord. Ces routes-là sont éminemment liées à la traite esclavagiste orientale et au trafic d'ivoire au XIXe siècle. Parce qu'auparavant, ces routes-là commerciales, elles n'existent pas. Elles existent, mais elles sont parcourues par des acteurs économiques différents. À partir de quand Zanzibar, grosso modo, devient la capitale du sultanat d'Oman, et du coup, que c'est vraiment bâti sur une exploitation esclavagiste d'ivoire et de clous de girofle et d'esclaves, et ben à partir de ce moment-là, les routes commerciales qui vont de la côte jusqu'en RDC, et ben là sont unis par les mêmes acteurs et c'est ce qui rend possible ensuite les explorations européennes. Avant, il y avait trop d'acteurs politiques et économiques différents, donc c'était difficile pour un même individu de parcourir. De toute façon, on ne te laissait même pas faire parce que tu empêches les intermédiaires en fait. Bah, chaque intermédiaire il a sa raison. On n'est pas dans la même pensée économique en fait. C'est une pensée économique ancienne, donc on n'est pas dans le libre-échange tout simplement. Tout simplement. Et c'est l'esclavage du 19e siècle qui rend possible le libre-échange. Voilà, c'est aussi simple. Dans la région, en tout cas. Voilà.
D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Du coup, on va passer à la dernière partie. Du coup, on va parler très brièvement de la géopolitique actuelle de la région. Et du coup, Bruce, est-ce que ça serait possible que tu nous parles de manière synthétique des enjeux géopolitiques contemporains et des dynamiques régionales, mais plus particulièrement du bassin du Congo? Ok. Bon, là, c'est un peu un grand écart. Ouais. Mais bon, c'est un sujet aussi que comme je connais, donc je vais en parler un petit peu, mais vraiment de manière synthétique, hein, parce que là, ce serait limite une autre conférence. Bon, donc qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui le bassin du Congo, je rappelle. Donc tous les pays qui sont touchés par le fleuve du Congo ou ses affluents. Donc grosso modo aujourd'hui, mais en termes de géopolitique, hein, aujourd'hui ça concerne le Congo, la RDC, la Centrafrique, les pays des Grands Lacs un peu, donc un peu quand même Rwanda, Burundi, Ouganda, même s'ils sont un peu à cheval. Ils sont un peu en marge. Soudan, Zambie, Angola. Voilà. Maintenant, en termes géopolitiques, c'est-à-dire vraiment les États qui ont une politique de puissance dans cet espace-là, si on considère que la Centrafrique fait plus ou moins partie, eh ben, on peut mettre le Tchad. Le Tchad a une politique de puissance militaire envers la Centrafrique. L'Ouganda, le Rwanda, l'Angola. Et même la Zambie, mais la Zambie, bon, timidement, mais disons que la Zambie a quand même participé au conflit, notamment en RDC, les deux grandes guerres. Bon, les enjeux, bah, ont souvent résumé le bassin du Congo et les enjeux du bassin du Congo à la RDC, okay, puisque c'est la RDC qui concentre la grande majorité des territoires du bassin du Congo. S'il y a une partie au Congo, République du Congo, et une partie en Centrafrique. Mais force est de constater que pour comprendre les enjeux de demain, il faut intégrer le Congo et la Centrafrique, parce que quand on regarde les pays qui ont une volonté d'hégémonie dans la région, donc de domination de la région, à savoir l'Ouganda et le Rwanda principalement, ces pays-là ont bien compris que il faut avoir un pied en Centrafrique et un pied en République du Congo pour pouvoir contrôler l'ensemble du bassin du Congo, à savoir la RDC. C'est ce qu'on observe. Donc avec voilà, je suis pas le premier à le dire, mais donc une mainmise territoriale une mainmise territoriale des groupes armés sur l'est de la RDC, donc Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri, une influence étatique au sein de la RDC et une volonté d'influence étatique au niveau de la République du Congo, avec notamment les fameuses questions des terres arabes, etc., là, soi-disant, pour un partenariat, et une influence sécuritaire en Centrafrique avec la présence de forces spéciales rwandaises auprès de la présidence centrafricaine. Donc ça, c'est pour la vision rwandaise. Pour la vision ougandaise, est beaucoup plus restreinte. C'était une implantation pour la mainmise sur les ressources, notamment de la province de l'Ituri. Ça, c'est pour ce que je sais pour l'Angola. Pour le Rwanda, et pour l'Angola, il y avait un moment, le conflit, c'était beaucoup la question du Cabinda et la question de gérer la nappe pétrolière, parce que c'est la même nappe pétrolière qui va du Gabon jusqu'à Soyo, c'est la même nappe pétrolière. Donc pour l'Angola, c'est un enjeu vital. Donc il y a cette question-là pour l'Angola, et qui du coup est vu comme aussi le grand partenaire sécuritaire, notamment de la RDC, et dans une moindre mesure du Congo. Donc qui est je dirais la principale puissance armée de la région du coup. Et du coup, la seule qui peut faire le pendant aux autres puissances régionales qui sont plutôt en marge en fait du bassin du Congo, parce qu'en vérité, c'est ça, le Rwanda et l'Ouganda sont en marge du bassin du Congo. La puissance, non, le pays qui devrait être la puissance du bassin du Congo, c'est la RDC. Mais qui ne tient pas ce rôle de la déliquescence de l'État, de par la non-remise en question de l'héritage colonial et post-colonial qui fait la RDC avant tout un espace de libre-échange économique et non pas un espace de puissance africaine, qui fait qu'en fait, fatalement, cette région-là, donc non seulement la RDC, mais aussi
les autres pays de la région du bassin du Congo, tant qu'il n'y a pas une reconfiguration stratégique de ces pays et comment dire, de leur nature, eh ben, cette région est vouée à être dominée soit directement par les puissances, je dirais même pas occidentales, mais les puissances même mondiales euh, pour leurs intérêts économiques, soit par des États en marge de cet espace du bassin du Congo qui vont jouer les proxys pour se partager le gâteau avec les puissances mondiales. Donc ça peut être les États-Unis, mais ça peut être la Chine, ça peut être l'Inde, ça peut être le Brésil. Si les pays qui constituent le bassin du Congo ne sont pas capables de se constituer en puissance pour elles-mêmes, c'est l'avenir qui nous est destiné. C'est l'avenir qui nous est destiné. Mais pour ça, ça demande de remettre en cause les bases même. Et aujourd'hui, ces bases-là ne sont pas remises en compte. Ces bases-là, qui sont des bases vraiment coloniales et post-coloniales. Oui. Je veux juste rebondir avant une question, c'est par rapport aux bases dont tu parles. Est-ce que par base, tu entendrais frontière? Alors, en tout cas, peut-être la nature de ces frontières-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions comme l'intégration régionale, mais une intégration régionale de la région ne peut pas se faire sans se baser sur l'héritage Congo. Ça, c'est pas possible. On a des pays qui sont basés sur la négation de cet héritage Congo. Donc du Royaume Congo, tout simplement, disons le terme. Je l'ai rappelé tout à l'heure, que ce soit la RDC, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit l'Angola, l'existence même de ces pays a été possible qu'avec la négation du Royaume Congo en tant qu'État, en tant qu'État et en tant que nation. Ça, c'est né de cette volonté-là. C'était rendu possible par cela. Maintenant, vous avez des nationalismes et des nations qui ont été bâties sur cela, enfin, sur les ruines de cela, mais avec quel récit? Si c'est le récit Zaïrois Mobutu, bon, on sait ce qu'il en est. Un nationalisme culturel de vernis qui était utilisé pour en fait masquer un programme de lutte contre le communisme. C'est ça, Mobutu. Pour ce qui est du Congo-Brazzaville, c'est barrer la route à un nationalisme basé sur les Congos pour diviser, pour mieux régner. Pour ce qui est de l'Angola, là, je ne vous fais même pas le dessin. Vous connaissez la guerre civile angolaise, vous connaissez le rôle majeur du FNLA au début, le rôle majeur ensuite par la suite du MPLA, de l'UNITA, etc. Enfin bref, les trois pays, vous constatez qu'il y a un problème, en tout cas dans le passé, il y a eu un problème vis-à-vis du Royaume du Congo. Et aujourd'hui, les trois pays ont conscience de cela et qui valorisent cela parce que c'est quelque chose qui unit. Mais il faut aller plus loin et plus profondément parce que sinon, tout le reste ne sera que des récits post-coloniaux. Et un récit post-colonial ne peut servir que des intérêts post-coloniaux. Dans les trois pays. Du coup, moi, j'ai une question. Vous voulez poser une question? Oui, je voulais rebondir. Allez-y. Est-ce que ce serait pas mieux de s'unir avec les pays, bon, déjà, peut-être M. Matesso, on s'est déjà rencontrés, mais est-ce qu'il serait pas mieux de s'unir avec, non pas ce qui se trouve à l'ouest, mais ce qui se trouve à l'est? Puisque les pays qui se trouvent à l'est ont déjà une union fondée et économiquement forte, qui fonctionne, toute la zone est de l'Afrique. Okay. Et on a l'impression que le pion manquant, c'est le Congo. Et au lieu de s'unir à l'ouest avec refaire un ancien Congo avec l'Angola, avec les pays Gabon, etc., le futur, il n'est pas du tout là. Enfin, visuellement parlant, le futur, il se trouve à l'est. Et c'est cette union à l'est qui permettrait au Congo de retrouver son hégémonie et sa puissance économique. En Afrique centrale. Alors, pour l'union à l'Est, le problème, c'est qu'on ne nie pas, en histoire qu'en anthropologie, l'humain, c'est pas un homo economicus. C'est-à-dire qu'on ne lie pas juste les gens par rapport à des intérêts humains. Il faut voir si je parle de Congo, etc., au-delà du fait que je suis moi-même au Congo, c'est que, objectivement, c'est l'expérience historique humaine qui a le plus de consistance dans la région, et voire même en Afrique centrale et équatoriale. L'union à l'Est, dont vous parlez de la Tanzanie, le Kenya, etc., oui, mais c'est un autre récit. C'est un récit qui est basé sur le Kiswahili,
Et c'est un récit aussi où ils sont plutôt, comment dire, alliés aux intérêts économiques britanniques et américains aussi. Voilà, c'est pas un modèle alternatif. C'est pas un modèle alternatif de véritable souveraineté africaine. C'est vrai que parmi les derniers de la classe, ils sont avant-derniers, mais ils restent parmi les derniers de la classe. La Tanzanie ne sera jamais, en tout cas sur ce chemin-là, la Tanzanie ne sera pas une puissance mondiale, etc. Il peut avoir bien entendu des ponts, mais avons-nous véritablement les mêmes intérêts, non seulement économiques, mais humains aussi, c'est-à-dire la même vision, et surtout le background historique, ça ne fait pas tout, mais c'est un socle assez important pour bâtir quelque chose. Le background historique Congo dans la région, c'est le meilleur background historique qui permet vraiment de lier les gens et que les gens sont prêts à porter cela de leur plein gré. Parce que le Congo vit encore de plein gré. Moi, je l'ai vu au Congo-Brazzaville, je l'ai vu au Kinshasa, je l'ai vu en Angola. C'est réel, c'est profond. C'est parce que c'est combattu, et c'est combattu depuis notamment la conférence de Berlin. Et c'est pas combattu pour rien, c'est combattu parce que il y a des pôles comme ça de civilisation qui se font agréger les communautés humaines et qui peuvent être du coup des puissances civilisationnelles, des phares sur le monde. Voilà, il n'y a pas ça partout. Il n'y a pas ça partout. Et on ne peut pas se renier. Ce serait se renier pour faire autre chose. Donc, le lien peut être fait, bien entendu, dans le cadre d'une intégration africaine de manière générale. Mais c'est pas. Parce que ça reste une puissance qui est en marge du bassin du Congo. Et les puissances en marge du bassin du Congo, elles n'ont qu'un intérêt, c'est que, c'est que les pays et les peuples du bassin du Congo soient dominés parce qu'ils vont chercher juste l'exploitation. Tout simplement. Tout comme aujourd'hui, voilà, les Brésiliens. Moi, j'aime beaucoup le Brésil. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des entreprises brésiliennes qui sont en train d'exploiter le département du pôle et qui sont en train d'empoisonner les eaux de chez moi. Et pourtant, c'est le Brésil. Donc, les entreprises tanzaniennes ne feront pas mieux. Les entreprises kenyanes ne feront pas mieux. Voilà. J'aimerais juste rebondir par rapport à ça. Vous dites que les pays du bassin du Congo auraient intérêt à s'allier avec les pays de l'Afrique de l'Est sur un plan économique. Sauf que, pour parler de la RDC, puisque je suis ressortissante de la RDC, la RDC a intégré l'East African Community, l'EAC, et on voit que les résultats sont plutôt décevants. Oui, ils sont nuls, disons-le. Et il faut aussi dire que ces pays de l'Afrique de l'Est ont des intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Ils sont divergents, et on ne va pas parler du conflit qui oppose le Rwanda à la RDC, l'Ouganda aussi qui serait impliqué dans le soutien au M23. Donc, ça prouve, pour appuyer ce que dit Bruce, que cette alliance-là, elle est... Je comprends ce que vous voulez dire, mais elle repose sur quoi? Et si c'est uniquement économique, il y a eu toutes ces idées d'intégration économique, mais elles se sont soldées par un échec. Donc, je pense pas que ça soit suffisant. Et il faudrait que tout simplement que ces pays-là eux-mêmes constituent déjà une puissance. Et puis après, ensuite, il faudrait voir sur quelle base constituer des alliances régionales pour pouvoir peser. En tout cas, dans la région du bassin du Congo. Je trouve disons, que les Africains, jusqu'à aujourd'hui, ils manquent de capacité à s'imposer. Jusqu'à ce jour, on a fait des études universitaires, n'importe quoi. On n'arrive pas à trouver une solution pour avancer. On se retrouve encore, disons, au XVIIIe siècle, 19e siècle. Voyons la Chine. Moi, quand j'allais à l'école, les professeurs qui m'enseignaient ne croyaient même pas que la Chine pouvait arriver. L'Inde n'en parle même pas. Et nous, aujourd'hui, on ne fait que tourner en rond. Oui. Oui. C'est pour rebondir à ce que dit monsieur, c'est que, je pense que tu vas en parler, mais on a beaucoup parlé de colonisation, etc. Mais si on arrive par exemple à la fin de l'ère coloniale officielle pour entrer dans la fameuse néocolonisation, c'est pour ça que je rejoins le propos de Bruce tout à l'heure lorsqu'il disait que ce n'était pas que des questions économiques, parce que je suis plus d'informations. Il y a aussi une véritable vision civilisationnelle et idéologique, parce que dans le néocolonialisme notamment,
on voit comment les Français ou d'autres puissances européennes ont continué de garantir leurs intérêts dans la région pour des raisons économiques sur le papier, mais lorsqu'on voit comment ils s'y sont pris, il y a une continuité sur le plan politique, culturel. Je pense que ce projet-là, ce projet néocolonial, c'est le projet dans lequel, on va dire, on est coincé aujourd'hui et dans lequel on n'arrive pas à sortir, en fait, parce que c'est une colonisation qui ne dit pas son nom, c'est la continuité de colonisation qui ne dit pas son nom, et même beaucoup d'Africains aujourd'hui ne conçoivent pas le néocolonialisme de la manière dont il se présente réellement, en fait. C'est une sorte de colonisation acceptable, parce que il y a une certaine liberté, entre guillemets, voilà, on est toléré, quoi. Je suis d'accord, mais là où pour le fameux parallèle avec la Chine, avec d'autres pays asiatiques, pour moi, le parallèle avec la Chine est personnel pas pertinent parce que la Chine, c'est quand même de base la première puissance mondiale au XVIIIe siècle, par exemple. Donc, pour moi, la Chine ne fait que reprendre son voilà. Maintenant, si on part maintenant des siècles qui précèdent, nous, depuis au moins plusieurs siècles, nous sommes les challengers. Nous sommes des outsiders. C'est-à-dire que de moment, nous devons travailler plus et mieux que les autres pour nous imposer. Parce que des fois, on dit, ouais, mais on travaille, on progresse. Oui, mais tout le monde progresse, en fait. Donc, c'est-à-dire que on progresse, mais si les autres progressent, on reste dernier de la classe, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille plus et mieux. Et quoi, nous ne nous comprenons déjà pas. Donc, nous ne nous comprenons déjà pas. Donc, David Jacob, l'ancien président centrafricain, en 1961, il parlait déjà de toutes ces guerres que la RDC avait. Il disait, vous avez proclamé l'indépendance. Pourquoi vous tous vous revenez encore par des portes détournées? Mais il y a un autre, au-delà de la case. Parlons à cas l'Angola. L'Angola a fait une guerre d'indépendance contre le Portugal. Théoriquement, les Portugais sont plus là. Les Portugais sont là économiquement. Les Portugais sont très présents économiquement à Luanda. Très présents. Et pourtant, voilà, l'Angola a fait une guerre. Alors là, vous avez raison, c'est où j'aurais aussi c'est il y a des Européens qui sont morts pour nous dominer. Ça, il faut jamais l'oublier. Il faut vraiment pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il faut pas minorer et minimiser l'effort qu'il faut faire pour s'émanciper. Moi, je fais le parallèle avec les pays asiatiques parce qu'ils ont aussi à partir de la colonisation. Mais il faut voir juste les efforts qui sont faits. C'est pas le même niveau, quantitativement et qualitativement. Et ça, on peut le voir à toutes les échelles. Un parallèle que je fais beaucoup avec mes amis, mais parce qu'il est marquant. Dans les années 1920, sur Paris, voilà, vous avez Matswa Mangoma, Matswa, qui est un leader congolais, anticolonialiste. Vous avez les Timéo Garakouyaté, les Lamine Senghor, etc., de Ligue Défense la République, les panafricains de Paris. Mais ils côtoient les Ho Chi Minh et compagnie. Ils essaient même de s'inspirer, d'ailleurs, de Ho Chi Minh, mais ils n'y sont pas arrivés. Le niveau d'implication individuelle et collective, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents. Et c'est le cas, c'est toujours le cas. C'est tout simplement que nous ne sommes pas assez organisés et impliqués. Parce qu'au final, c'est ça qui fait la différence. C'est pas juste En fait, les livres qu'on écrit, c'est bien. Je vais prendre en écrire. Mais c'est bien pourquoi? Parce que c'est représentatif d'un investissement. Mais c'est-à-dire que cet investissement-là, il faut le mettre partout et tout le temps. Et que ça doit pas être une minorité, juste. Ça doit être vraiment une majorité qui s'implique. C'est un combat. Et ça, peu importe même les alliances qu'on fait. Hein. Peu importe que ce soit des alliances, c'est-à-dire qu'on soit plutôt pro-occidental et anti-occidental. Quand on est anti-occidental, c'est-à-dire qu'il faut même faire encore plus d'efforts. Parce que la Corée du Sud, par exemple, pro-occident, ils sont pro-occidental. Mais malgré qu'ils soient pro-occidentaux, c'est pas le fait qu'ils soient avec les Américains qui sont... C'est parce qu'eux-mêmes, ils se sont tués à la chaîne, ils se sont sacrifiés. Après, c'est des choix et des orientations que l'on fait. Mais même nous, on peut être pro-occidentaux, mais on reste nul. Parce que dans tous les cas, en fait, on ne fait même pas les efforts minimums pour avoir la marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il faut faire les efforts. Il faut avoir une vision stratégique. Il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que cette vision stratégique, elle est possible ou pas, en accord avec notre histoire, nos ethos, etc. Pourquoi je reviens sur Congo? Parce que dans cette région-là, c'est le récit qui est le plus viable. Parce que Congo, ça fait 1000 ans que ça dure, ça fait 1000 ans que ça résiste et que ça a résisté à tout. Et ça a même résisté à la déportation esclavagiste. C'est pour ça que ça parle.
Aujourd'hui, moi, quand je joue au Congo, quand je joue en RDC, quand je joue en Angola, malgré l'état de misère, de pauvreté qui déshumanise les gens, qui, qui fait que tout le monde fait pour manger. Mais quand je parle de Congo, c'est l'une des rares choses qui, comment dire, qui est, oui, qui nous unit, mais surtout qui, comment dire ça, qui, on peut pas vendre ça. C'est pas solvable. C'est pas, voilà, c'est pas monnayable. C'est-à-dire que les gens, moi, il y a des gens qui m'ont accompagné juste parce que je faisais un truc sur Congo, qui, sans même que j'ai besoin, que je les paye, qui prennent de leur journée, qui m'ont parce que je parlais de Congo. Pas de la République du Congo, pas de la RDC, pas d'Angola. Rome Congo, il n'y a même pas de drapeau. Mais parce que je parlais de Congo, de Congo Diane Totila, ces gens-là m'ont donné de leur temps, sans rien attendre de retour. Et bien, ce type de récit-là, c'est ça la nation. La nation, c'est ça. Une des définitions, c'est que la nation, c'est un principe spirituel incarné dans une communauté. C'est ça, Congo. C'est pour ça que c'est aussi fort. Et c'est pour ça que ça a été combattu. Et c'est pour ça que la conférence de Bala aussi a été faite pour diviser cet espace-là, parce que cet espace-là est un espace national qui pouvait s'opposer aux espaces coloniaux et post-coloniaux. Je vais vous donner la parole, mais juste, il y a une question qui a été posée justement sur le chat, c'est qui va faire suite à ce que tu as dit. Comment la division du peuple Congo, elle a été maintenue après les indépendances? C'est une question, vous savez, j'ai eu de la chance dans ma vie d'avoir des Mbuta, de côté Mbuta, dans mon grand-oncle maternel, qui était un militant de l'indépendance au Congo-Brazzaville, et qui a côtoyé tous ces gens-là. Et moi-même aussi, de la côté de famille de mon père, on a côtoyé les Nzalando, on a côtoyé Emmanuel Bamba, qui a été pendu par d'ailleurs, par qui, Mobutu, sous le ministre de la Justice, Etienne Tshisekedi. Et oui, qui a fait pendre notamment Emmanuel Bamba, avec qui je suis apparenté. Donc voilà. J'ai eu la chance du coup de côté de ces Mbuta-là. Alors premièrement, je pense qu'il y a eu déjà une crise, il y a eu une crise de leadership chez le peuple Congo. Ça, c'est les leaders que nous avons vus qui ont porté la dépendance. Ce sont des leaders par défaut. Les leaders du peuple Congo dans les années 50, dans la mémoire collective, c'est André Matsoa et Simon Kimbangu. C'est eux qui portent la mémoire. C'est pas pour rien qu'à Brazzaville, les gens ils votaient, même Matsoa alors qu'il était mort, ils ont voté Bichi Matsoa, les autres Matsoa. C'est parce que c'était lui qui portait le combat. Et chez les Congos, nous sommes un peuple pétri de religiosité. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est pas juste l'élection, même si on disait le Ntotila. Nous, on dit Kimfumu Myakatumbwa. Donc le pouvoir, on le consacre. Donc, une fois que les Matsoa et Kimbangu ont été consacrés, c'était très difficile de trouver des leaders qui avaient cette même charge symbolique, cette même onction populaire et en même temps religieuse. Mais ils sont morts. Kimbangu est mort en prison. Matsoa était mort avant. Mais après, il faut trouver des seconds leaders. Il y a eu des seconds. Maintenant, les seconds, là, il faudrait faire pays par pays. Si on parle, par exemple, de FNLA avec Roberto Holden, l'erreur stratégique de Roberto Holden, c'est d'avoir pris cette allié avec les Américains. Donc, moi, j'ai parlé avec mon grand-oncle maternel, mais aussi avec d'autres personnes qui, par exemple, dans le régime de Massamba Deba, donc de 63 à 1968, qui ont accueilli à la fois le MPLA et le FNLA, qui n'arrêtaient pas de parler à Roberto Holden qu'il fallait qu'il fasse alliance avec les autres. Il y avait déjà la division entre les Bakongo d'Angola, pour faire vite, les Bakongo de Banza Congo, et puis les Bakongo de la province de Huige, donc les Bazumbo, les Badamba, etc. Déjà, difficile de faire l'union sur cela. Pour ce qui est de l'Abaco, pareil, l'Abaco, le problème de l'Abaco, c'est qu'il y avait celles et ceux qui croyaient au Royaume Congo et celles et ceux qui n'y croyaient pas. Et oui, parce que tout le monde ne croyait pas au Royaume Congo. C'est ça la colonisation. Quand la colonisation vous brise, tout le monde est brisé, mais il y en a qui acceptent de se reconstruire. Il y en a d'autres qui disent que non, oh, Royaume Congo, c'est fini, tout ça, c'est du passé. Mais en ne comprenant pas que quand on dit que c'est du passé, en fait, c'est nous que nous disons que nous sommes du passé. C'est ça le problème. C'est est-ce que nous acceptons. Donc, quand accepter la colonisation, c'est accepter le fait que ce que nous sommes est dicté par ceux qui nous a dominés. C'est pour ça que moi, je dis non, moi, je ne suis pas décolonial, je suis Mukongo, tout simplement. C'est-à-dire que je suis l'héritier. Moi, je dis, je suis plus proche de Vita Kahanga que de Fulbert Youlou.
parce que je ne suis pas l'héritier juste de la domination française. Je suis l'héritier de l'histoire de mon peuple, etc. Ben, dans les années 50, c'était pas évident. C'était pas évident parce que la colonisation aussi, il faut comprendre la violence que c'est comme obscurantisme, etc. Et nos anciens avaient très peu d'armes intellectuelles pour aller contre cela. Ça, il faut être très indulgent. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, avec tous les livres que l'on a, toute la formation que l'on a, nous devons être béton. Mais nos anciens, moi, mon grand-oncle maternel, il n'avait même pas un certificat de primaire. Alors, il avait la culture Congo aussi, qui est très forte, qui est très puissante. Mais en face, vous avez le colonialisme. En face, vous avez le colonialisme. L'idéologie qui a permis au peuple colonisé de s'opposer aux Occidentaux, c'était le communisme. Parce que ça formait les gens, parce que ça donnait une vision de l'histoire, etc., etc. Et c'est pour ça que beaucoup de peuples se sont emparés du communisme pour lutter. Et là où ça a mieux marché, c'est quand les gens ont adapté leur communisme à leur réalité culturelle. Et en Afrique, ça s'est fait, mais ça s'est pas fait suffisamment profondément. Là où ça a plus marché, ça a donné souvent des mouvements de résistance armée. Je pense à Pierre Moulélé, par exemple. C'est là où ça a tenu mieux, où c'est des formes de maoïsme, en fait, adaptées. Mais malheureusement pour les Congos, nos élites n'ont pas su le faire. L'influence aussi du christianisme, très forte aussi, qui a désarmé psychologiquement les Congos. C'est exactement ça, c'est ma question. Le christianisme a désarmé les Congos. Mais... Le Kintwadi, donc le kibangisme, au début a permis au Congo comme de gagner une certaine vigueur, mais ensuite le christianisme a désarmé. Ça donne parce que on est pour réimposer le modèle Congo, il fallait taper du poing sur la table. Roberto Holden, il a eu des occasions, par exemple militairement, par exemple, de bombarder le Rwanda à feu à sang. Ben, il a refusé de le faire. Il avait raison peut-être, mais par exemple à Savimbi, croyez-moi qu'il aurait brûlé le Rwanda pour gagner le pouvoir. Mais sauf que il avait raison. Moi, je dis oui et non. Parce que quand on voit la résistance des Vietnamiens, parce que on parle du mot résistance, lutte armée, mais il faut savoir ce que c'est la résistance, la lutte armée, le nombre de sacrifices que c'est, le nombre de morts. Mais Mao, il a perdu sa femme durant la longue marche. Donc, ce genre de sacrifice-là, c'est pas l'idéologie chrétienne qui va permettre de le faire. Hein. Surtout que c'est un christianisme qu'on utilisait pour vous désarmer psychologiquement dans une temps de guerre psychologique. L'élite Congo politisée des années 50, si vous regardez Labaco, c'est que des séminaristes. C'est que des séminaristes. Holden, Holden, c'est quand même le descendant de Nekaka, celui qui a traduit la Bible anti-Congo, chrétien. Donc, voilà, ils avaient des limites et aussi les enjeux aussi étaient tellement puissants. Il y a une anecdote. Un Frantz Fanon, qui était très admiratif de Holden de Oupa, mais en même temps, Frantz Fanon, un des problèmes, c'est qu'il avait, Frantz Fanon, pour lui, la culture, c'était au second plan. La culture, l'histoire, c'était pas important pour Frantz Fanon. Et c'est là où pour moi, l'erreur de Frantz Fanon, c'est au contraire, il ne comprend pas que les cultures africaines, ça doit être le socle de nos résistances. Parce que sinon, tu peux pas avoir une résistance populaire. Populaire et même qui correspond à nos ethos. Et ça, Frantz Fanon, il n'était pas d'accord avec ça. Frantz Fanon, quand il est allé avec Robert Holden, lui, Frantz Fanon, il lui a dit que l'histoire du Royaume Congo, c'est bien, mais c'est du passé. Mais là, il avait aussi intéressant. Ah bah non, pour moi, il avait tort. Pour moi, il avait tort. Pour moi, Amou Congo qui dit que c'est du passé, c'est Amou Congo qui accepte la défaite. Moi, je n'accepte pas la défaite, c'est tout. La France, quand elle est conquise en 1940 par l'Allemagne nazie, elle dit pas c'est du passé. Voilà. Moi, je ne suis pas un défaitiste. Donc, pour moi, ce n'est pas du passé. Congo d'Antotila, c'est pas négociable. Congo t'a dit Kabasu Bazingako. Ça, c'est le testament de Vita Kahanga qui nous a donné. Donc, Congo, Imuna Congo. Congo va rester Congo. Oui, mais parce qu'il est considéré que la France continuait. C'est tout. Ah oui. Oui. Si les Américains n'étaient pas là et les Anglais... Non. Non. La Russie aussi. Non, moi je suis contre ce type de discours-là parce que ça c'est pour se déresponsabiliser. La France a perdu la guerre, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais si De Gaulle ne pensait pas que la France devait continuer, la France n'aurait pas continué. Et justement, ce type de discours de dire que ils avaient raison, c'est du passé, non. Les idées. Le président burkinabé, le jeune de la CEG, il a dit
on doit dépasser les tribalismes. Oui, mais ça, non, mais justement, alors, je vous stoppe. Oui, mais on doit se prendre en charge tous les Noirs partout. Alors, je vous stoppe. Parler de Congo, ça n'a rien à voir avec du tribalisme. Congo, c'est une nation, c'est pas une tribu. Ceux qui disent que Congo, c'est une tribu, ce sont les Occidentaux. Donc, moi, je stoppe ce type de discours-là parce que ce n'est pas. Aujourd'hui, les Américains et les Occidentaux nous demandent à revenir à ça. Non, mais ça, non. Non. Pour leurs intérêts. Ça n'a rien à voir. Moi, je m'en fous de l'agenda des Occidentaux, etc. Moi, j'ai l'agenda Congo. C'est ça le problème. Moi, je ne me définis pas. Quand je dis que je ne me définis pas par la colonisation, c'est tout cela. Je ne me définis ni à ce que disent les Occidentaux, ni à ce que disent les Russes, ni à ce que disent les Chinois, ni à ce que disent les Indiens, ni les Brésiliens. Moi, je me définis à ce que dit Congo, mes ancêtres. Bankulu, Diabichikoim. C'est tout. Donc, que ça arrange ou que ça n'arrange pas. Et même en stratégie militaire aussi, ça compte. Ho Chi Minh, je finis. Ho Chi Minh, ça a été un des ennemis des Américains. Quand les Américains sont venus, Ho Chi Minh a utilisé les Américains pour combattre les Français. Et ensuite, il a combattu les Américains. Donc, moi, vous savez, l'Occident, c'est un ennemi. Il n'y a pas de problème. Mais je veux pas me... C'est parce que l'Occident dit que le soleil est jaune que je veux dire qu'il est vert, en fait. Parce que... Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu au Congo. Parce que nous avons justement cette structure de nation. Nous ne sommes pas définis comme peuple, comme nation, juste au contact des Occidentaux. Donc, voilà. Parler de Congo, ce n'est pas du tribalisme. Pas que Congo, ce n'est pas une tribu, c'est une nation qui a existé avant la colonisation et qui a été brisée par la colonisation. Ça n'empêche pas de s'unir avec les autres peuples. Mais il faut que les autres peuples aient cette même conscience-là et qu'ils ne veulent pas diluer cette conscience Congo. Donc, tous ceux qui disent que c'est du passé, ce sont nos ennemis, parce que ce n'est pas du passé. C'est notre passé, c'est même pas, c'est notre présent, c'est notre futur. C'est ce qui nous définit. Parce que le Congo, ce n'est pas juste une institution comme ça, écrite dans les livres. Non, c'est déjà notre langue, le Kikongo. C'est notre clan. C'est notre vision de voir le monde. C'est notre lien avec les ancêtres. C'est ça, Congo Diantotila. Donc moi, je refuse ce type de discours-là, que eux avaient raison. Non, justement, Nombuta, là, même les Nombuta, là, qui au début pensaient aux années 50, sur la force des Fanon, ils sont tous, à la fin de leur vie, se sont rendus compte que non, ils avaient tort. Parce que sinon, c'est la mort du peuple Congo. C'est un ethnocide. Je vais juste prendre, je reviendrai vers vous si vous avez d'autres questions. C'est juste pour appuyer le discours de Bruce que je rejoins totalement parce que lorsqu'on avait fait un travail notamment de traduction, je me souviens sur les fameuses correspondances entre des monarques portugais et Congo au XVIIe siècle, on avait relevé, notamment j'avais traduit que les Portugais au XVIIe siècle parlaient déjà de nation Wichikongo. Ça veut dire que les Occidentaux avaient déjà une certaine compréhension entre guillemets du fait que Congo Diantotila regroupait plusieurs peuples et non seulement les Bakongo et c'était une nation reconnue. Et je pense qu'il y a eu un vrai travail d'essentialisation de la part des Portugais d'abord, mais ensuite des Occidentaux, pour réduire en fait déjà le Totila au royaume, pour calquer au modèle européen, mais également Congo Diantotila, de le réduire au royaume des Bakongo, pour en faire une espèce de réalité tribale qui aujourd'hui viendrait se confronter aux autres ethnies, comme on peut le voir notamment au Congo-Brazzaville, où il y a un véritable clivage par rapport à ça. Et je pense que ça a été une volonté et que c'est une erreur en fait de perpétuer ce discours parce que on a une connaissance entre guillemets de notre histoire et de ces éléments-là et que réduire en fait Congo Diantotila à l'identité Bakongo en tant que tribu, je pense que c'est une erreur qu'on continue de perpétuer. Oui, je suis tout à fait d'accord parce que ce récit-là. C'est possible de donner aussi la parole à ceux qui sont en ligne parce que nous, avec une grande émotion, nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans la salle, mais on a quand même aussi envie d'intervenir. J'aimerais par exemple dire cette tendance de minimiser la culture, la nature, la nation d'un peuple. C'est vraiment incroyable, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans cet espace congophone, on retrouve des royaumes, royaume Luango, royaume Teke, mais qui se trouvent plutôt implantés dans l'espace Congo, qui existent depuis des siècles et des siècles. Et les enjeux de la langue, de l'écriture, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ça? Et notamment, il y a ceux qui se reconnaissent Congo, qu'ils soient Vili, Bembe, Yaka, Pounou, etc., parce que
Il y en a qui se reconnaissent avant tout Congo et être Vili. Moi qui vous parle, je suis Vili, mais je considère être Vili, c'est un surnom. C'est un des surnoms des Bakongo. Et donc, je peux me définir comme un Congo nord-occidental dans ce sens-là. Et que dire de la langue Kikongo et de ses dialectes? Je viens de parler du Vili, du Bembe, du Pounou et de tous les autres dialectes parlés en Angola, au sud du Cameroun, au Gabon, en RDC, etc. Et enfin, quelle place pourraient avoir d'autres personnes qui ne sont pas Congo de sang, mais qui se sont Congo spirituel? Des gens qui habitent en Occident, qui habitent en Asie, qui sont même dans certains cercles, qui pensent que le Congo, la culture Congo, son authenticité, ce que la nature a donné au Congo, doit repousser pour que ce monde soit rééquilibré. Il y a des tendances comme ça dans plusieurs siècles, c'est ça qui existe dans le monde entier, où il y a des gens qui croient que le Congo a cette place de choix. Et ce Congo dont on parle, c'est bien sûr le Congo d'Antotila. Je vous laisse la parole, je voulais tout juste intervenir sur ces trois notions, la langue, l'écriture, et puis la place à donner aux Congos qui sont des Congos spirituels, qui ne sont pas des Congos, des Congos de sang. Et aussi, il faut le préciser, des gens qui minimisent cette culture, des gens qui minimisent ce que un peuple peut apporter au reste de l'humanité, je pense qu'il ne faut pas en tenir compte. Dans la vie, ça sera toujours comme ça. Vous avez bien utilisé, votre argument de parler de la France. S'il n'y avait pas des gens qui ont cru à la France, même s'il y a eu l'aide des Africains qui sont venus combattre pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'aide des Américains, mais c'est parce qu'ils ont trouvé sur place des gens qui croyaient à l'avenir de leur pays et que ce pays n'allait pas disparaître parce que les Allemands étaient présents. Et le passé, le présent et le futur, en fait, tout ça n'existe pas. On vit dans un éternel présent. Aujourd'hui, quand on conduit par exemple une voiture, on ne peut pas seulement aller de l'avant. On a besoin des rétroviseurs pour voir ce qui se passe derrière et ainsi continuer sa route. Un peuple sans passé n'est rien. L'histoire, c'est notre langue commune. C'est la langue commune à toute l'humanité. Et quels que soient ces méandres, des choses qui n'ont pas marché dans ce que nous appelons le passé, ce sont des expériences qui sont très riches, il faut puiser dans ces expériences-là. Et moi, je ne peux pas comprendre des gens qui disent, oui, c'est le passé, on fait fi, on va en avant. Mais je me demande, on est en face de quelle humanité? Quelles que soient les expériences qu'on peut avoir, qu'un peuple peut avoir, ou même qu'un seul individu peut avoir, aucune expérience n'est foncièrement négative. Mais c'est le lieu d'aller puiser des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et c'est ça, on se retrouve dans un espace-temps, passé, présent, futur ne font qu'une même chose. Et voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci. Pour ce qui est des langues, alors l'espace Congo, même au sein, même on va dire du temps de Congo Totila, on va dire avant la bataille de Mbula, il y a toujours eu une pluralité linguistique du Kikongo. Donc, à mon sens, c'est pas un problème qu'il y ait plusieurs formes du Kikongo, c'est une forme de richesse même, une richesse lexicale, une richesse même proverbiale, parce que même si nous avons tous un patrimoine commun qu'on appelle les bingana, les proverbes, mais des fois il y a des particularités régionales qui ont leur richesse et qui font la richesse du patrimoine culturel Congo. Le combat à mener, alors parce que certains parlent de standardisation du Kikongo. Alors il faudrait quand même aller vers une standardisation du Kikongo. Et là, il faut se diriger vers les linguistes Congo. On a un vrai problème, c'est que moi j'ai peur pour la suite parce que nous manquons dans la génération future de linguistes Congo formés. Quand je dis linguistes formés, c'est-à-dire des linguistes dont c'est le métier. Pas juste des gens qui parlent Kikongo et qui l'écrivent. Des linguistes, c'est-à-dire des gens qui connaissent comment les langues fonctionnent, y compris le Kikongo, et qui sont capables de théoriser, etc. Ça, pour les générations suivantes, on en manque. On manque de linguistes. Là, les linguistes, il y a 3 linguistes qui font autorité dans leur pays. Il y a, j'ai oublié le nom de celui de Kinshasa, mais je connais bien celui du Congo-Brazzaville et d'Angola. Donc, au Congo-Brazzaville, c'est Josu Damba.
Buta Damba, et en Angola, c'est Buta Dongamfwa, qui font vraiment autorité. Ces linguistes-là, ils communiquent. Il y a plusieurs textes qui vont paraître, notamment de standardisation du Kikongo, donc ou des palais Congo. Donc, ils travaillent ensemble, il faut continuer. Ça, c'est les linguistes. Ensuite, la solution, elle est étatique aussi. Et étatique, c'est-à-dire qu'il faut que chaque État mette en avant une graphie et qui déclare le Kikongo comme langue officielle. Langue officielle, c'est-à-dire que tous les textes officiels doivent être écrits en Kikongo. Maintenant, quelle forme de Kikongo? Là, il faudrait voir, je pense qu'il faudrait s'accorder sur un Kikongo qui correspond sur chacun des pays, qui rassemble qui sont à la fois le plus simple, aussi le plus représentatif, c'est le plus parlé, et qui correspond le plus aussi à l'ethos Congo. Je parle d'ethos Congo, l'ethos c'est la manière de les coutumes, quoi. Par exemple, dans ce sens-là, pour moi, le Kituba ne peut pas représenter le Kikongo. Parce que Kituba est un créole Congo par exemple, il n'y a pas de Bingana au Kituba. Il n'y a pas de proverbe au Kituba, en fait. C'est une langue vernaculaire commerciale, mais ça ne représente pas Congolien Totila. Donc, moi, en tout cas, là, c'est mon avis en tant qu'historien. Après, voilà, c'est un avis que je partage avec linguistes, que je partage avec d'autres grands leaders aussi Congo. Ça, c'est une des solutions à faire. En tout cas, la solution, elle est étatique pour vraiment patrimonialiser notre langue. Et je ne me rappelle plus quelle était l'autre question. Oui, Bruce, excuse-moi, je pense que vous avez oublié de citer quand même un autre linguiste qui travaille beaucoup sur le Vili Congo, qui est René Mavungu Pambou, qui n'est pas oui, mais lui. Après, le travail que René Mavungu Pambou, c'est un travail colossal. Après, lui, il est plus c'est vrai qu'il est ethno-linguiste, donc anthropologue, donc il n'est pas vraiment purement linguiste. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à lui. Là, mais c'est vrai que oui, sur le Tivili, c'est la référence pour moi, même René Mavungu Pambou. Oui, oui, c'est la référence. Et ce qu'il rapporte de ce terroir Vili Luango ou Vili Congo, je pense que c'est le travail que chacun devait faire aussi dans sa spécificité géographique. Parce que si un jour s'il y aura l'avènement de l'Académie des langues Congo ou une académie congophone, il va falloir tenir compte de ces spécificités linguistiques. Si dans un pays comme la France, malheureusement, ça il faut le dire, parce que les anciens qui ont écrit, comme les Montaigne, ils avaient écrit aussi dans cette intention de réunifier tous les parlers en France, même si cette vision n'a pas été poursuivie, mais ça reste quand même, on a parlé de l'expérience tout à l'heure, je pense que l'espace congophone doit faire attention de ne pas perdre tous ces dialectes et tout ce qui est lié à ces dialectes. Et comme vous avez su le dire, rassembler autour du Kikongo, qui est la langue académique, on peut le contester ou le nier, mais aujourd'hui, le Kikongo reste une des langues qui peut nous permettre de nous exprimer, même sur le plan académique, ce que les dialectes ne nous permettront pas. Et je pense que si certains vocabulaires existent dans la langue Kikongo classique, ce vocabulaire peut être utilisé dans les dialectes et en même temps, les dialectes peuvent fournir un vocabulaire complémentaire dans la langue Kikongo classique. Je prends un exemple en France, la façon de dénommer le pain qu'on mange tous les jours, on peut trouver autant de mots en breton, en charentin, et dans d'autres langues du terroir français qui ne sont pas utilisées, ça aurait pu être une richesse pour exprimer une et même chose. Donc voilà, en fait, j'ai rajouté tout ça, c'était tout juste pour parler de René Mavungu Pambou, qui fait un travail vraiment de recherche intense, qui nous replonge un peu dans ce Congo du passé à travers même les histoires qu'il rapporte autour des proverbes, la langue, ces explications méritent d'avoir une place de choix. Et d'ailleurs, on trouve des corrélations avec la langue Kikongo.
Je prends un exemple. Vous trouverez par exemple dans, dans certains parlers en Vili des expressions qui n'existent plus en Kikongo. Où vous trouverez dans les Antilles ou dans les Amériques latines des choses en lien avec le Kikongo classique, mais qui n'existent plus dans le Kikongo parlé en Afrique centrale. Donc, tous ces éléments doivent être intégrés et c'est d'ailleurs l'occasion de dire que Kimvuka Toka Congo, dans sa vision culturelle, c'est de pouvoir travailler sur tous ces éléments en tenant compte que c'est un patrimoine de notre humanité et en tant que patrimoine de notre humanité, c'est pas parce qu'on est d'origine Congo, mais c'est pour le faire bénéficier aussi au monde entier et à ceux qui auront besoin d'aller se ressourcer. Merci. Merci. Bah, du coup, je vais prendre les dernières questions. Ok. Tout à l'heure, on m'a posé la question par rapport aux réparations, par rapport à la conférence de Berlin. Est-ce que Ouais. ce serait une demande légitime de leur demander réparation? Ce serait une demande légitime, mais après, honnêtement, je pense pas que ça soit le combat. Bon, ça peut être un combat, ça sera un combat juridique, mais bon, pour moi, les enjeux sont ailleurs pour l'instant. Demander réparation, pour moi, il faut d'abord acquérir la souveraineté, la puissance, l'autonomie alimentaire, industrielle, énergétique, etc. Le reste viendra après. Si on met trop d'énergie juridique, etc. Moi, non. Moi, personnellement, c'est pas mon combat. Mais ceux qui en font le combat, c'est légitime, hein. Mais pour moi, là, je sais pas, là, actuellement, on m'amène à Kibouder, à Kidamba, je vais pas penser réparation. En tout cas, par rapport à la conférence de Berlin. Mais c'est quelque chose qui peut être porté plus tard, qu'on peut avoir en tête. Ouais. Ok. Et ensuite, on m'a aussi demandé, alors, pourquoi les autres peuples d'Afrique centrale, enfin du bassin du Congo précisément, ne parlent jamais de leur histoire avant les Européens? Et est-ce que leurs histoires manquent-ils de documents d'historiens de chez eux ou ils ne s'y intéressent pas du tout? Ben non, il s'intéresse, tout le monde est intéressé par son histoire, hein. Tous les peuples, c'est pas l'apanage du peuple Congo. Après, la conscience historique de chaque peuple, ça c'est peuple par peuple qui doit être en accord avec sa conscience historique. Le peuple Congo se démarque par sa conscience historique du. C'est pas les documents du Royaume Congo qui font que le Royaume Congo. Non, c'est la conscience historique du peuple Congo qui s'est toujours battu en référence par rapport à Congo d'Antotila. Par exemple, l'empire Lunda Tchoko est très puissant. Et même en termes d'organisation traditionnelle, c'est beaucoup plus présent et toléré que le Royaume Congo. Mais la conscience historique Congo n'est pas la même. Là, il n'y a pas d'explication. C'est de peuple à peuple, parce qu'il y a des peuples qui maintiennent plus leur conscience historique vis-à-vis de Congo, et d'autres qui vont plus maintenir leur conscience historique vis-à-vis des pays issus de la colonisation. Mais c'est justement ça, l'un des bémols. Le vrai bémol, c'est ça, c'est que où on met notre pierre angulaire. Pour un mot Congo, la pierre angulaire, c'est Congo de Totila. Pour d'autres peuples, ça va être le Congo, ça va être la RDC, ça va être l'Angola. Mais là, justement, c'est ça le problème. Parce qu'ils mettent leur pierre angulaire au fruit de la colonisation. Nous mettons la pierre angulaire de ce que nous avons été auparavant. Et c'est là, justement, le hiatus. C'est un des hiatus, justement, de la guerre civile en Angola. Le FNLA se battait en faisant référence à l'Angola et au Royaume Congo. Le MPLA, l'Angola. Mais être angolais, qu'est-ce que c'est là le vrai problème. Mais quand ça applaudit en disant aux Congolais de la RDC de faire sauter la RDC d'aujourd'hui, vous la prouvez? Non, c'est pas pareil. En fait, vous la prouvez? Je viens de dire que non. Mais c'est pas, en fait, c'est pas parce qu'on parle du Royaume Congo qu'on refuse les autres pays. Mais il faut pas baser nos pays actuels juste sur le fait d'avoir été dominé par les Moudélés, en fait, par les colons. C'est tout. Non, mais moi, je le répète encore une dernière fois. Moi, je ne m'occupe pas de ce que veulent les Occidentaux. Il faut arrêter cette lubie de « Ah, parce que les Occidentaux disent ça ». Mais vous vous définissez comment? Moi, je me définis en tant que Mukongo. Je me définis... En fait, je suis Mukongo. Je suis Congolais parce que Mukongo. Mais je suis d'abord Mukongo. Donc, je suis Congolais aussi. Ça ne me dérange pas. Mais le fait d'être Congolais ne va jamais passer devant le fait d'être Mukongo parce que Mukongo, c'est l'héritage de mes ancêtres. Donc maintenant, si les gens sont plus attachés
à une domination extérieure. Mais il y a des peuples qui le sont, ce ne sont pas les seuls. Mais les peuples là qui dominent ce monde ou qui dominent même leur monde, c'est ceux qui se définissent par rapport à ceux qu'ils sont. C'est ça l'aliénation. L'aliénation, c'est se définir par les autres. Donc, vous n'allez pas reprocher au Bas-Congo de ne pas être aliénés sur leur conscience historique. Sinon, ça veut dire que c'est vous le problème. Je ne reproche pas à tout peuple africain de se reconnaître. Mais je ne veux pas continuer à être affaibli. Le cas de la RDC aujourd'hui. Mais justement, c'est le cas de la RDC d'aujourd'hui. Le cas de la RDC aujourd'hui, justement, ça n'a rien à voir avec le fait de se... En fait, l'union peut se faire lorsque vous unissez sur des mêmes principes. Lorsque vous êtes unis juste par une même domination extérieure, quand la domination extérieure s'en va, et ben tout se carapate. C'est ce qui se passe en RDC. C'est ce que j'ai dit, la RDC est une union basée sur le libre-échange économique pour les intérêts capitalistes. Là, c'est-à-dire que... Alors, aujourd'hui, on doit accepter l'éclatement. Mais personne n'a parlé d'éclatement. Non, c'est d'actualité, malheureusement. Mais nous, on ne parle pas de ça. L'éclatement... essayons... Oui, mais monsieur, par rapport à l'éclatement, ça n'a pas de lien avec les enjeux du peuple congolais, en fait. La balkanisation par rapport à la RDC, parce que je répète, moi je suis d'origine congolaise, ça n'a rien à voir avec la question Congo. Elle se pose par rapport, par exemple, au conflit qui se passe avec le Rwanda. Mais elle le Rwanda. Oui, l'Ouganda. Oui, voilà, l'Ouganda, oui, voilà. Tous les pays limitrophes de la RDC. Je suis pas totalement d'accord. Il y a des milices, des pays voisins. Par qui? On sait bien qui s'est créé. Je ne vais pas rentrer. Oui, pas les pays occidentaux, mais les mêmes. Mais ils veulent quoi? Mais les pays occidentaux, c'est cela même qu'on crée la RDC. Ils veulent. Oui, mais ils veulent. Non, ils veulent pas ça. Ainsi, j'interpelle tout Africain de se reconnaître. Moi, je ne voudrais pas, disons, comme a dit le président Kokoïta, il dit tout Africain, tout Noir doit se reconnaître, doit défendre la. Je veux la reconnaissance culturelle. Oui. Mais je ne veux pas cette division entretenue. Mais c'est dit. Alors, le problème. Justement. Alors, rapidement. Le problème de ce que vous dites, c'est que c'est la solution qu'il faudrait, c'est de bâtir une union véritable. Mais pour les Congos, c'est une union véritable. Mais nous, en fait, les Congos, on a eu un État. On était une nation. On ne peut pas juste parler d'union si cette union est basée sur notre ethnocide. C'est-à-dire la perte de la culture Congo à travers la langue, de nos cultures, de nos coutumes. Ça ne passe pas. Au nom de quoi que ce soit. Oui, mais c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est ce qui s'est passé sous le Zaïre de Mobutu. Le Zaïre de Mobutu était foncièrement anti-Congo. Parce que le changement de Zaïre, de Congo Zaïre, c'est ça. Le changement même de la région Bas-Congo en Bas-Zaïre, c'est ça. La pendaison d'Emmanuel Bamba, c'est ça aussi. Donc, sous prétexte, parce que le problème, c'est que, justement, le niveau de conscience historique, tout le monde ne veut pas ça. Tout le monde ne va pas rompre avec la post-colonisation. C'est ça le problème. Si tous les peuples africains voulaient rompre avec le post-colonial, il n'y aurait pas de souci. Mais tout le monde ne veut pas cela, parce que ça, déjà, tout le monde ne veut pas cultiver sa conscience historique propre. Tout le monde n'a pas cette conscience historique. Et on ne peut pas baser des pays juste sur le fait d'avoir été dominé par une... Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas propre. L'enjeu du bassin du Congo, c'est pas propre à la RDC. C'est propre au bassin du Congo. C'est parce que ce problème-là, au Congo-Brazzaville, on a même. En Angola aussi. En Angola, où pourtant, il y a eu une lutte armée. La décolonisation de l'Angola, c'est pas la décolonisation de la RDC. La décolonisation de la RDC, c'est des émeutes. Les Angolais sont morts pour ça. Mais malgré le fait d'avoir un ennemi commun, ça n'a pas suffi. Parce qu'il faut des enjeux positivistes. Des causes qui rassemblent. Et les vraies causes qui rassemblent, c'est les causes pour vivre. C'est pas juste les causes pour lutter. C'est ça, en fait, le truc. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet. Donc après, on ne va pas faire une histoire de la RDC, mais parce que même quelqu'un comme Lumumba, c'est quoi le projet de Lumumba? La vision de Lumumba du Concla. Lumumba, un an avant qu'il rencontre Nkrumah, Lumumba, ça a évolué. Son combat, c'est aller dans les bas de nuit avec les Blancs.
C'est ça le projet Lumumba. Le Congo qui vend Lumumba, c'est un Congo colonial. C'est un Congo colonial. Le nationalisme qu'il y a, c'est un nationalisme post-colonial. Donc Lumumba, quand on parle... de les souligner, oui. C'est plus Lumumba avait rencontré Kouma. Qui s'est converti. Oui, mais il s'est converti. Mais attendez, il s'est converti. Mais il n'avait quand même pas le fond. Il se convertit au principe. Moi, j'ai rencontré. Mais il n'avait. J'ai rencontré Justine Kasavubu. Oui. Il avait reconnu les erreurs de son père quand il avait accepté aussi la mort de Lumumba. Moi, je ne défends pas Kasavubu. Ce sont des erreurs. Oui, mais je ne défends pas. Ah, mais attendez. Moi, je ne défends pas Kasavubu. C'est pourquoi je disais, moi, je parle de l'homme noir qui se reconnaît noir avec sa culture. C'est pas suffisant. Oui, mais là, en fait justement, vous. Comment dire ça? Vous mélangez tout. Là, vous mélangez tout parce que c'est quoi la culture? Je ne mélange pas. Mais si, parce que. Attendez. Non, mais on va parler français. La culture, les Batétela et la culture Congo, c'est pas la même culture. Donc, quand vous dites de culture d'homme noir, déjà là, vous parlez de quoi? Parce qu'à un moment, sinon, on comprend. En fait, il faut parler des réalités. Laissez-moi évoluer. Je constate que la faiblesse des Africains et des Noirs en général, je reconnais l'appartenance ethnique. Congo, c'est pas juste l'appartenance ethnique. Moi, je refuse. Non. C'est un peuple. C'est un peuple, c'est pas passé. Parce que quand il se fait un peuple, c'est-à-dire du côté des... Non, mais en fait, si vous êtes là pour réaliser le projet des colons, moi, je ne suis pas avec vous. Mais si, parce que vous dites, ce fut un peuple. C'est pas au passé simple. Congo, Imuna Congo. Congo, c'est un... Mais là, pour moi, vous êtes le continuateur des ennemis du peuple Congo. Parce que vous dites, ce fut un peuple. Congo, c'est pas une ethnie. Congo n'est pas une ethnie. Congo, c'est une nation. Makuku Matatu Malombe Congo. Parce que Congo, on peut s'agréger, on peut devenir Congo. On peut devenir Congo, il suffit pour cela juste d'adopter les mœurs et les coutumes Congo. Vous pensez que tous les Congos, biologiquement, des même ancêtre, c'est un récit. C'est un récit national. C'est juste que c'est un récit national qui n'est pas européen. Parce que moi, je ne suis pas un Romain. Donc, mon récit, moi, il ne se base pas sur la République et la République de Platon. Donc, si les autres peuples africains acceptent qu'il y a un récit réellement africain, et nous n'avons pas abandonné notre récit. Si les autres, ils abandonnent le récit, mais c'est leur problème. Et en fait, on a tort parce que nous sommes restés tels que furent nos ancêtres. Mais non, je suis désolé, non. Moi, ça ne marche pas. Je suis d'accord. Et le peuple Congo, lorsque justement le peuple Congo s'oublie, eh ben, c'est là qu'il périclite. Et c'est là qu'il décline. Et c'est là que sa culture se mord. Parce que la culture congolaise, c'est quoi? Moi, je préfère la culture Congo et des cultures congolaises, oui. Mais on n'unit pas juste les gens avec la rumba, les Nganda et les Malewa. C'est pas ça qu'on fait une communauté. C'est pas ça des valeurs. C'est tout. Donc, non, parce que les gens qui me vendent, souvent, c'est ça. Non. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Non, je suis d'accord, il n'y a pas que ça. Vas-y. Monsieur, moi j'entends ce que vous dites et je pense que dans notre cheminement, surtout quand on est très jeune, on parle souvent des Afro-Américains parce que c'est essentiellement en fait un regard très 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 afro-américain qui s'est diffusé pour les raisons qu'on connaît, mais c'est vrai que ce truc de fédérer autour du fait d'être noir, parce que c'est vrai que la couleur de peau noire a été aussi un élément de discrimination qui pourrait faire qu'on se regroupe autour de ça, les noirs du monde entier, etc. Mais dans ces cas-là, mais dans ces cas-là, être noir c'est quoi? Parce que si on va jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est-ce que l'union se fait avec ces gens-là aussi, par exemple, qui sont très clairement noirs de peau? Ça veut dire que c'est même l'identité noire en tant que telle. Il parlait du continent. Oui, il parlait du continent, mais justement, ces débats autour du fait d'être noir, d'être africain, etc., sont de plus en plus clivants, parce que même aux États-Unis, il y a des mouvements qui sont très pro-noirs, mais anti-africains, en fait. C'est que être noir, ça suffit pas à fédérer les gens, et on l'a très clairement vu. Bon, là, je prends des extrêmes. Et tout à l'heure, on parlait des fameuses erreurs, et je pense que ça a été une erreur, en fait, de s'arrêter sur ça, parce que le fait d'être noir, comment dire, l'identité noire, entre guillemets, elle naît aussi de la manière dont les Occidentaux nous ont décrit tels que noirs. Est-ce que nos ancêtres se sont toujours décrits uniquement par les noirs? Je ne dis pas qu'il faut rejeter cette identité noire. Au contraire, il faut en faire une force, mais c'est une force qui ne peut pas exister sans notre culture, sans notre africanité. Moi, je le dis souvent, je suis noire parce que je suis africaine, et pas l'inverse.
je suis pas africaine parce que je suis noire. Et je pense que ça, c'est très important de le remettre en contexte. Et moi, je rejoins Bruce sur le fait que c'est la culture, l'histoire et l'identité en tant que telle qui permettra de fédérer, parce que on peut être différent, mais on peut partager des valeurs communes. On peut retrouver des éléments communs dans nos cultures. Tout à fait. Pas que dans le bassin du Congo, là on parle du bassin du Congo, pas que chez les Bas-Congo, vraiment chez les Africains, chez les Noirs, etc. On peut trouver des éléments communs, notamment dans l'histoire, dans la lutte, toutes ces choses-là. Je pense que ça c'est ça qui devrait nous fédérer, et ça suffit dans d'autres régions du monde. Donc pourquoi on sacraliserait finalement plus le fait d'être noir que le fait de venir de ces cultures-là, de ces territoires. Ensemble, on est plus fort. Oui, non, mais moi je suis totalement d'accord. Moi je suis totalement d'accord, et je rejette pas du tout ce truc de la peau noire. Quand j'entends, je vais me dévoiler, je suis aussi de la RDC. Oui. J'ai constaté que en RDC, que beaucoup de gens de la RDC ne connaissaient pas leur pays. Regardez aujourd'hui comment la RDC est agressée depuis 60 ans. Depuis 60 ans. Hein? Plus de 30 millions de morts. On en a parlé où? Et les gens de la RDC eux-mêmes n'étaient pas conscients de ça. De Kinshasa. Ouais, ils n'étaient pas conscients de ça. C'est grave. Ça, je suis d'accord. C'est notre faute, c'est parce que nous, on est les médias, on ne fait pas notre travail. On ne fait pas notre travail. Nous, les médias, on dispose pas d'informations. C'est notre faute. C'est à nous de nos appareils d'Internet, d'être plus présents et clivants, enfin bref, d'aller sur les... De nous organiser. De nous organiser, c'est de notre faute. On ne va pas accuser les Chinois, là. Non, on ne doit pas les accuser. C'est pourquoi, disons, aujourd'hui, je m'en prends à tous ceux qui veulent désunir. Je m'en prends à tous ceux qui veulent désunir. Je dois me reconnaître. Quand j'ai entendu Koffi Olomide dernièrement, je ne croyais pas à la hauteur. Je ne le croyais pas à la hauteur. Il a dit, je suis kimbanguiste. Ah, quand il est parti à Kamba, là. Oui, j'étais surpris. Ça va diviser. Non, j'étais surpris quand il expliquait. C'est vrai qu'il était parti à Kamba, même Chalamouane était parti à Kamba aussi, il y a 2 ans. Il a dit pourquoi. Il dit Jésus-Christ, tout le monde est devenu chrétien. Kimbangu était venu, disons, pour sauver le monde comme Jésus-Christ. On l'a amené à la mort et on ne le reconnaît pas. Il dit il faut l'enseigner. Comme les Kikongo, il faut l'enseigner. C'est une culture, c'est une façon de vivre, c'est une mentalité. Et aujourd'hui, disons, quand je constate, disons, en RDC eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils subissent. Il a fallu que d'autres viennent en parler. Non, c'est grave. Où sont nos écoles, Où sont nos enseignants Où sont nos historiens Quand j'avais entendu l'ancien président des centrafricains, David Dako, en 60, il disait on ne doit pas écouter ça. On ne doit pas l'accepter. Il disait on a demandé les indépendances pour être libre. Et on nous amène encore l'ONU et d'autres armées, et on n'est pas en paix. En RDC, 30 millions de morts. On en parle. L'ONU est là depuis quand? Depuis 60. Depuis 60. Et je suis d'accord avec le jeune président là, Koïta, il a dit c'est quoi ça? C'est un militaire qu'il faut. C'est pas question d'être militaire. Il a dit moi j'accepte mourir pour le Burkina. Acceptons-le. C'est Traoré qui a dit ça. C'est d'autres sujets encore, ça. Non, mais c'est le même sujet. Non, c'est d'autres sujets. Est-ce qu'on peut revenir à la conférence sur le bassin du Congo? Oui. Je comprends qu'il y a beaucoup de conséquences en lien avec cette conférence. Voilà pourquoi j'aimerais poser une petite question. Est-ce que Berlin a-t-elle un rôle à jouer pour réparer les conséquences de cette... parce que les conséquences vont être celles liées au partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique de façon telle que nous,
la connaissant là, sans tenir compte en fait de l'humain qui habite dans ces zones géographiques. On va tracer l'Afrique selon les intérêts économiques, sans tenir compte des humains qui sont là. Alors, ces frontières ne peuvent qu'être comme des bombes à retardement. Un jour ou l'autre, tous les conflits qui existent, hein, même entre ces populations qui sont partout en Afrique. Un jour, si la question de l'intégration régionale n'est pas bien posée, ben évidemment, ça risque de dégénérer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, ma question, elle est pertinente. Est-ce que Berlin, qui a accueilli cette conférence sur ces terres, Berlin, qui a été aussi partagé, donc qui connaît bien les souffrances d'être divisé, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que Berlin peut être aussi aujourd'hui ou demain une terre où on va reparler sur la possibilité de réparer certaines conséquences, ou disons la plupart des conséquences qui sont négatives? Je précise juste, ça sera la dernière question qu'on prendra pour aujourd'hui. Vas-y. Ok. Alors, je pense pas, parce qu'en fait, la conférence de Berlin n'a pas été vraiment la conférence où on a vraiment tracé les frontières. C'est une conférence où on a établi des principes. Donc, en vrai, c'est à Berlin, les principes de la colonisation et du partage des territoires entre puissances a été réglé, mais on n'a pas fait les cartes à Berlin. Donc, je trouve pas ça pertinent de vouloir régler ça à Berlin, d'autant plus que l'Allemagne aujourd'hui, est-ce que l'Allemagne accepterait de jouer ce rôle-là? Je pense pas. Est-ce que les peuples africains doivent aussi remettre, même symboliquement, peut-être à la fin d'un processus d'intégration régionale complète, peut-être pour marquer le coup. Mais sinon, je pense que non, c'est chaque entité nationale qui doit faire, par exemple, pour comprendre la vie, ce serait aller à B, par exemple, là où le Makoko a traité, pour symboliquement revoir. Oui, ce serait plus pertinent, mais de faire vraiment pays par pays. On ne pourrait plus revenir à Berlin, surtout que Berlin, aujourd'hui, l'Allemagne, bon, puissance économique, qui veut plus faire la guerre, qui est soumise aux Américains, bref, ce serait pas pertinent. Peut-être symboliquement à la fin d'un processus, mais sinon, il ne faut pas compter sur l'Allemagne actuellement pour jouer un rôle positif à ce niveau-là, en tout cas, en Afrique, à mon sens, au vu de ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui et au vu de l'enjeu actuellement pour nos pays. Du coup, je pense qu'on va en terminer là par rapport aux questions. Je vous remercie d'avoir tous été présents, que ce soit au niveau du chat ou au niveau de la librairie en présentiel. Du coup, je vais laisser la parole au président de l'association Kivuka Tuka Congo, qui nous suit depuis le lien Zoom. Bouta Lwemba, tu peux parler. Merci, bonsoir à tous. Je suis Moué Lwemba, président de l'association Kivuka Tuka Congo. Je remercie énormément Bouta Mateso, notre historien, pour la présentation qu'il a faite durant ce webinaire à propos de la conférence du Congo. Je l'ai suivi avec énormément d'attention et la plupart d'entre nous d'ailleurs. J'ai remarqué qu'il y a eu énormément de passion et cela dénote qu'il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Et c'est sûr que le webinaire d'aujourd'hui n'est qu'un début et que j'espère que nous aborderons des questions similaires qui ont en effet un impact ou une incidence sur les événements actuels au niveau du bassin du Congo. Et donc, merci encore à Bouta Mateso, merci à Serena Mawete qui a été la modératrice de ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont participé et en présentiel et à partir du lien Zoom à ce webinaire. Et j'espère vivement que nous pourrions bien sûr tirer énormément de leçons par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, parce que franchement, vu les questions chaudes du moment qui sont en train de nous turlupiner, je crois qu'il nous faut réfléchir énormément sur le travail à accomplir, un travail de fond qui doit être fait
afin que finalement ce que nous allons tirer comme leçon puisse nous aider, nous permettre à mieux prendre en charge nos communautés et afin que voilà que nous puissions nous détacher de toute servitude et nous savons d'où est-ce qu'elles viennent. Et donc voilà, ça nous permettra donc de prendre notre destin en main. Merci encore à tous. Merci. Merci. Du coup, avant de terminer, je vais faire une petite annonce, je me le permets. Justement, Bruce vient de sortir il n'y a pas longtemps son livre Le Royaume Congo sous Vita Kanga. Et donc, il a sorti sous la maison d'édition Paris. Donc, moi, je me le suis procuré, c'est mon exemplaire. Je vous encourage tous à aller sur le site de la maison d'édition Paris. Il y en a derrière. Il y en a derrière, ok. Si vous souhaitez d'aller, merci. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site de la maison d'édition Paris ou alors sur Amazon, vous tapez Le Royaume Congo sous Vita Kanga et vous trouverez en ligne. Voilà. Et donc. Merci à vous, désolé pour la passion. On aime bien les historiens comme ça. Beaucoup de jeunesse. Là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Bakiri ndonga lukaya zimbakane wabakiri nzungu loselekinzu wabakiri kurika yokele lwandu ngatulungu banzenza bwana Jean-Marc Yenge Mutalwembe Patrick Yenge Kyaku Yaya Mawete Yenge Kyaku